Aujourd'hui, on a une micro-interview pour vous. Bon, de 1h50 quand même. Non, mais c'est une micro-interview, non, c'est une interview sur les micros. C'est ça, voilà. Ah oui. Bonjour Et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Moi c'est André. Aujourd'hui, on va parler à Jean-Paul Gérard de No Hype Audio. Jean-Paul fait des micros surtout à ruban, comme cela ici, qu'on a juste à côté de nous. Dans l'interview, on aborde autant son parcours que sa gamme de micros, dont No Hype, que des micros de manière générale. Donc on va parler aussi de tout ce qui est différents types de micros, comment choisir un bon micro, comment faire son parc de micros dans son studio. Plein de choses vraiment intéressantes. Ce sera long, ce sera geek, ce sera intéressant. Donc n'hésite pas à rester jusqu'au bout. Avant de rentrer dans le vif du sujet... Tu peux liker la vidéo parce que t'aimes bien les micros et que tu trouves ça cool, que tu nous trouves sympathique. Tu peux t'abonner à la chaîne parce que aussi tous les mardis on a une vidéo qui sort à 18h. Mais si tu l'oublies, bah comme ça, ton fil d'actualité YouTube te le rappelle. Et puis surtout, tu peux aller sur l'academiedugrosson.com/bonus, ça c'est notre site. Tu peux rentrer ton email et là, on t'envoie direct des cadeaux. C'est-à-dire qu'on a un guide d'achat pour le matériel home studio si tu as envie d'acheter, que tu débutes ou que tu veux un peu faire évoluer ton home studio. Il y a des micros là-dedans, il y a des micros. Il y a des micros. Tableau des fréquences, ça c'est très pratique pour savoir quand tu mixes un élément ou l'autre, quelles sont les fréquences intéressantes. C'est vraiment une source d'aide qui peut vraiment t'aider. Et moi, celui que j'aime bien, le petit cadeau que j'aime bien, le petit plus, c'est une liste de plugins gratuits qu'on peut trouver sur le net chez différents fabricants. Il y en a certains qu'on utilise même tous les jours. Donc tout ça, tu t'inscris, c'est fait. Et puis après, tu reviens ici pour regarder l'interview de Jean-Paul. Salut JP, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça me fait super plaisir de t'avoir. On s'est déjà croisés quelques fois dans la vraie vie, mais là, ça va être l'occasion de discuter beaucoup plus. En gros, tu es la personne derrière la marque No Hype, qui est une marque de micro que j'aime beaucoup. J'aimerais bien discuter de ça avec toi, mais aussi, quelques fois où on s'est rencontrés, je sais que tu as une énorme connaissance de tout ce qui est matos en général, en particulier des micros, et donc je suis sûr que... Analogique, surtout. Voilà, mais... Numérique... Mais c'est ce qu'on utilise un peu, je veux dire en termes de micro, c'est un peu ce qu'on utilise tous les jours. Donc quelque part tu interviens un peu comme spécialiste et je vais essayer d'extraire toutes ces connaissances que tu peux avoir à partager avec nous. Voilà, ça c'est un petit peu le programme. Ma première question, souvent j'aime bien commencer les interviews avec ça, c'est est-ce que tu sais d'abord nous expliquer un petit peu ton parcours, les grandes lignes, mais parce que je sais aussi que tu as une formation d'ingé son, ça je sais. Donc, qu'est-ce qui t'a un petit peu amené à la musique? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Où tu as commencé ton parcours professionnel musical et qu'est-ce qui t'a amené peut-être aussi plus à l'aspect matos? Ok, donc vraiment dans les grandes lignes, on ne va pas passer toute la journée dessus. On a le temps, c'est cool. Donc c'est quoi, vers 14-15 ans que j'ai découvert la guitare. Donc j'ai suivi la voie de la musique. Entre 15 et 18, donc je découvre la guitare, je commence à jouer dans des groupes locaux en Belgique. 18 ans, je me casse vers les États-Unis. Aux États-Unis, je vais voir la gratte, quoi. Vraiment pour la musique. Oui, dans mon esprit, c'était ok, on va jouer de la guitare, c'est fini. C'est intéressant parce que quelque part, voilà, ça définit un peu qui tu es. Et arrivé donc sur place, j'ai fait ça pendant quand même pas mal de temps. De fil en aiguille, j'ai découvert la prise de son. L'enregistrement, les studios, etc. Donc oui, qui est déjà un univers différent de ce qu'on a ici. Ouais, ça c'est clair. Pour diverses raisons, je suis revenu ici. Et donc là, on était quoi dans les fins des années 90. Donc tout le monde avait des portables studio. Donc j'ai acheté mon petit, c'était un Yamaha MT8X, un petit 8-pistes cassette. Et là, tout de suite, j'ai trouvé que c'était génial de pouvoir pousser sur un bouton, s'enregistrer, pousser sur un autre bouton et entendre ce qu'on vient. C'était fantastique. Et puis j'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient la même chose, des ingé son, et puis de fil en aiguille, j'ai fait des tournages vidéo pour des vidéos de musique aussi. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était vraiment, dont le boulot, c'était vraiment de faire la captation du son, traiter le signal, s'assurer que tout allait bien, et que cette personne était un ingé son. Et donc c'est un peu ça qui m'a mis vers dans cette direction-là. Et puis ensuite, vu que j'ai remarqué qu'il fallait quand même avoir un minimum de connaissances, c'est là que j'ai décidé de suivre le cours du SAE à Londres. À Londres, ok, d'accord. Parce qu'à l'époque, c'était le seul. Il y avait la maison mère en Australie, puis il y avait la succursale à Londres. Donc c'était la plus proche. Et donc du coup, l'anglais, pas de problème. Tu te dis, ok, je fonce. Donc là, SAE, c'est 97, c'est 3 ans. Non. Ah non, j'ai pris le cours en 9 mois. Parce que j'avais un rythme de vie quand même assez soutenu et je n'avais pas l'envie de me lancer dans 3 ans d'études. Donc c'est 3 ans en 9 mois. C'est ça, c'est ultra compact, faut s'accrocher. Ouais, c'est extrêmement compact. Mais c'est ce qui me
convenait très bien. Tu fais cette formation, tu reviens, tu restes un peu. Ouais, donc je finis ça, je reviens, je commence à postuler dans des studios, et là je me heurte un peu au mur de ah ben y a pas de job. Ok, ouais. Donc là on arrive au plus ou moins 2000 alors du coup si. Ah non, on est toujours en 97, 98. Ouais, 98. Les cours se sont terminés en décembre 97, donc je suis revenu vraiment décembre 97. Et puis après 2 ans de recherche de boulot à gauche et à droite, toujours en me formant moi-même dans d'autres, enfin non, dans des domaines du son toujours, mais beaucoup plus spécifiques. Je vais revenir là-dessus dans une seconde. Ouais. Juste après ça, j'ai décidé d'ouvrir un studio parce qu'il fallait que je bosse et que je ne trouvais pas de taf là-dedans. Je vais me créer mon propre taf. J'ai fait un peu de live. Mais la sauce n'a pas pris, quoi. Un studio, ok, peut-être que j'aurais la possibilité de faire ce que je veux, comme je veux, et d'obtenir les résultats que je veux. Et c'est vers ça que je me suis dirigé. Donc ça a pris quand même pas mal de temps, parce que forcément, j'ai dû d'abord apprendre comment monter un studio, tout ce qui était acoustique, etc. Un peu de construction aussi. Puis j'ai commencé la construction donc chez mes parents. Donc j'ai pris possession des caves qui étaient gigantesques. Enfin, gigantesque, qui était grande en tout cas. Le studio n'était pas gigantesque, mais suffisamment grand. Et donc, j'ai ouvert le studio en 2001. Ok. Et donc, le truc sur lequel je voulais revenir, il n'y avait pas énormément d'infos sur Internet, certainement pas comme aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Où tu ouvres Google et tu as accès à tout ce que tu veux. Et j'étais vraiment parti dans mon trip bouquin. Donc je commandais régulièrement des bouquins assez techniques, donc tout ce qui était acoustique, électroacoustique, psychoacoustique, c'était vraiment, je trouvais vraiment ça fascinant. Et ça m'a mené aussi à me pencher plus en détail sur les micros. Qui pour moi reste toujours le côté le plus important de la chaîne d'enregistrement. C'est vraiment un truc pour lequel j'ai développé une passion. Et là, j'ai commencé à passer des heures et des jours et des mois. T'as plongé dans cette... Ouais, c'est épouvantable. Quelque part, oui et non. Vu où tu en es maintenant. Et donc, donc là, tu ouvres ton premier studio. Tu te passionnes pour les micros, mais tu as déjà commencé à les ouvrir un peu, ou c'est plus ce qui t'intéresse, c'est la technologie, enfin les types de micros en général, les capsules, les choses, ou tu commences déjà à mettre les mains un peu dans le cambouis? Donc l'année qui a précédé l'ouverture du studio, j'étais vraiment parti à fond dans les micros. Donc j'ai énormément de bouquins très techniques là-dessus. Donc j'ai bien décortiqué le sujet. Mais à part la maintenance des micros que j'achetais, notamment j'ai eu toute une collection de micros vintage à une époque. Ce qui m'a permis de comprendre vraiment comment ça fonctionnait et aussi de comprendre comment ce qu'il fallait faire pour arriver à certains résultats. Ce qui paraît peut-être très abstrait. Mais aujourd'hui, on a tendance à avoir l'impression qu'il suffit de commander un kit, de mettre cette pièce-ci un peu comme un truc Ikea, et que boum, on a un U47. C'est loin d'être aussi simple que ça. C'est plus, oui, ça on va en parler dans une après, mais je pense que ça va être très intéressant, ok. Et donc donc là tu prends conscience donc là à fond les micros. En fait, donc du coup tu ouvres le studio, tu commences cette activité-là et en même temps tu t'intéresses à ça parce que pour la maintenance et pour les optimiser, ou juste l'aspect maintenance dans un premier temps de maintenance pour moi, donc, vu que c'était les micros que j'achetais et que je voulais utiliser, aussi comprendre comment ils fonctionnaient, j'en ai d'ailleurs malheureusement tué quelques-uns. Mais bon, on trouve les pièces, enfin à l'époque en tout cas, on trouvait les pièces, pas de problème, mais oui, il y a eu quelques capsules qui aujourd'hui valent quand même pas mal d'argent. Qui étaient explosées. Ouais. Mais ça faisait partie aussi l'apprentissage. Mais bon, elles étaient aussi en fin de vie, hein, donc je me sens pas mal du tout à propos de ça, mais c'était une étape à passer, quoi. Ça c'est clair. Et c'est là que tu comprends quand tu ouvres une capsule de C12. Oui, ok. C'est pas rien, quoi. C'est pas un truc qu'on va pouvoir monter dans son garage comme ça tout seul, en bricolant. Non, ça va pas être possible. Et puis donc point de vue maintenance, là j'ai un trou de mémoire, je saurais plus dire exactement comment ça a démarré. Mais j'ai commencé à faire la maintenance pour diverses personnes. D'abord les micros, parce que toi ton truc c'est les micros, ou tu touchais déjà un petit peu avec le studio forcément, même si les micros, je passais pratiquement tout mon temps là-dessus,
tout ce qui est console, etc. Les magnétos aussi. Oui, parce que tu étais à bande, toi. Ouais. Donc, en Angleterre, j'ai acheté un Tascam 38, donc 8 pistes en demi-pouce, qui était une grosse upgrade du Yamaha que j'utilisais sur cassette donc aux États-Unis, mais du coup aussi qui est un modèle plus professionnel, donc qui n'a pas de compression, donc t'as pas de compression à l'entrée, t'as pas d'expansion à la sortie, sauf si tu achètes les modules séparés. Et donc là c'est un autre monde parce que tu peux faire un peu ce que tu veux. Tu peux calibrer la machine un peu comme tu veux, ça dépend un peu de la bande que tu utilises. Et à côté de ça aussi, ben, y a de nouveau, j'ai rencontré des gens, soit directement, soit par personne interposée, qui m'ont dit, tiens, tu saurais pas jeter un coup d'œil à mon magnéto. Donc, je commence à faire la maintenance de magnéto. Les consoles, évidemment, c'est parti dans la foulée aussi. Et tout le reste, compresseur, EQ, etc. Bah oui. Moi, j'étais toujours branché matériel plus vintage, plus haut de gamme. Mais j'ai fait aussi des réparations sur des DBX 166 et ce genre de choses-là. Et tout se soutenait, donc au fur et à mesure que je gagnais des connaissances en électronique pure, donc circuit, PCB, composants design électronique, ça m'aidait aussi à comprendre certains aspects des micros modernes, parce que bon, j'ai vu débarquer Neumann avec la série TLM, vraiment qui s'est vraiment sorti de nulle part, et qui était quand même... On sortait d'un micro avec un transistor, en gros, et un transfo, et puis on avait un truc absolument incompréhensible. Le schéma de TLM103, c'est horrible. Ok. Et donc, reprendre tout à zéro, essayer de comprendre, pour arriver à comprendre, évidemment, c'est le but, comment tout ça fonctionnait. Et le but aussi d'arriver à de meilleures spécifications, c'était juste ça. Là, à ce moment-là, quand tu apprends comme ça en autodidacte, j'imagine que tu connais pas grand-chose en électronique, donc tu apprends au fur et à mesure, comme tu dis, chaque fois que tu as un problème, t'apprends des nouvelles choses, ou t'avais déjà des bases un petit peu sur... Au SAE, on a quand même eu pas mal de bases. À l'époque, je peux pas parler des cours actuels. Hein. Oui, bien sûr. Je pense que maintenant, ils sont plus partis de la production dans le numérique, parce que c'est devenu énorme, et que finalement, quand tu arrives dans un studio numérique, changer un condensateur, dire on s'en fout. Mais toi, à l'époque, tu as eu des cours là-dessus poussés. Oui, en électronique, oui. Et tout de suite, pendant les cours d'ailleurs, j'avais une pile de bouquins d'électronique. D'accord. Trucs bien indigestes. Que j'ai supplémenté par la suite avec des trucs plus spécifiques, sur les op-amps, par exemple, ce genre de choses-là. Et de nouveau, c'est tout un peu l'un dans l'autre que tu avances au fur et à mesure. Tu apprends quelque chose sur une partie de circuit et ça te renvoie à une partie de circuit que tu ne comprenais peut-être pas spécialement totalement dans un micro. Donc, de nouveau, moi, c'était vraiment là-dessus que j'étais parti. Donc, mon travail d'études et de maintenance des magnétos et des consoles, des périphes, m'a aidé très clairement à bien solidifier ma compréhension de... Et alors, du coup, là, on est dans les années 2000, donc tu fais ton studio, il y a ce truc-là qui apparaît un peu malgré toi, en fait, de maintenance, etc. Et donc, ça évolue... et à un moment, quoi, c'est quelque chose, c'est à 50-50. Pour finir, il y en a... Le studio, ça reste ton activité principale, ça dépend un peu des périodes. Tu gères un studio, tu sais très bien comment ça fonctionne. Il y a des mois où t'as pas une minute, et puis il y a des mois où tu essaies de trouver des clients. C'est ça. Donc, ce serait pas vraiment donné de ratio, mais ça continue à évoluer. En tout cas, ça n'a pas arrêté en de grimper en parallèle pendant plusieurs années. Ok, et alors du coup, ça a évolué comment? Parce qu'il y a eu un moment, après tu me dis si je me trompe, mais donc il y a un moment, je pense que tu as un petit peu arrêté le studio, il y a un moment où tu as continué la maintenance, et il y a un moment aussi où tu as créé ta propre marque de micro. Donc j'imagine qu'on arrive vers là quelque part, un moment. Ouais. Oui, chronologiquement, je sais pas si je vais pouvoir être... Non, mais en gros, un petit peu, voilà, comment on arrive en fait à nos hype en fait. Vu que j'étais vraiment parti dans l'univers des micros, donc j'ai commencé à travailler avec diverses marques, notamment une marque américaine. Et je me suis très vite rendu compte, enfin très vite, ça a pris des mois, mais je me suis rapidement rendu compte que finalement, une marque de micro, ou une ligne de micro, c'est pas aussi extravagant que ça peut en avoir l'air, et que c'est finalement assez simple à lancer. Donc je me suis dit, tiens, vu que j'ai des idées qui pourraient mener à des produits qui pourraient intéresser une certaine clientèle, et que je ne peux pas le faire avec les gens avec qui je travaille parce que c'est pas dans leur agenda, je vais le faire moi-même.
Et donc, j'ai un peu transformé l'idée du No Hype Studio. Ouais. C'est la même philosophie finalement. Hein. Bien sûr, en No Hype Audio, c'est juste transférer les productions sonores en produits physiques. Oui, oui, oui. Avec ta philosophie, ton état d'esprit. Tout à fait, ouais. Ok. Et donc ça a pris quand même quelques années, parce que aussi j'avais des clients au studio qui voulaient pas que j'arrête. Ok, ouais. Donc ça a pris un certain temps à mettre de côté. Et puis ça a pris du temps aussi pour mettre en place toute la ligne de micro, tout ce qui est derrière aussi. Parce que bon, faire 10 micros dans son garage, pas de problème. En vendre plusieurs centaines par an, ça devient un peu plus conséquent. Il y a une autre process à mettre en place. Et puis aussi, tu as une garantie, tu as un suivi, même si moi ça n'a jamais été mon truc, mais il y a quand même une base de marketing. Je suis plus pour les ventes organiques. Parce que je pense que, avec les différentes boîtes avec qui j'ai travaillé, très clairement, s'il y a une demande pour le produit va se vendre. Si tu essayes de fourguer un produit à une partie du marché, ça va demander énormément de travail. Bien sûr. Et les résultats ne sont pas toujours ce qu'on comptait avoir au départ. Donc marketing, c'était pas vraiment mon truc, mais il y a toujours un besoin juste pour faire comprendre à la clientèle justement ta philosophie. Voilà, moi je fais ça. Bon, ça vous plaît, super, ok. Ça vous plaît pas, bah achetez autre chose. Et justement, voilà ce que tu proposes. Donc tu te dis, tiens, voilà, je vais faire moi-même ma marque. Et comment tu en arrives à développer ton premier micro? Donc si je dis pas de bêtises, c'est le LRM. Le LRM1, moi j'en ai 2 et donc je suis toujours ultra content, même si tu les as améliorés depuis, il faudra qu'on discute après de... tout à fait. Comment tu imagines, tu dis, ok, ça c'est mon premier micro, pourquoi tu fais celui-là et pourquoi du ruban aussi, et ruban large membrane à ce moment-là? Alors pourquoi ruban? Parce que à ce moment-là, je travaillais avec une boîte qui faisait des condensateurs. D'accord. Ah oui. Et que, comme je disais tout à l'heure, je pouvais pas vraiment sortir ma propre ligne de condensateur alors que je faisais une ligne de condensateur. En fait, je te coupe 2 secondes, excuse-moi. Quand tu dis que tu travaillais pour une boîte, tu faisais quoi pour eux en fait? Conception, donc je créais les produits. Ah oui, donc donc forcément c'était ok. Donc, les condensateurs, forcément c'était un peu compliqué de faire la même chose que chez eux avec. Je comprends. Donc ça explique le ruban. Ok, d'accord. J'avais beaucoup de rubans à l'époque. J'avais des AVA, Royer, des vieux RCA. Coles, Bayer, probablement encore 2-3 autres trucs obscurs. Et c'est vraiment un type de micro que j'adore. Et c'était aussi un peu à l'époque quand... Je saurais plus dire quand Royer a sorti le 121, mais c'est dans les années 90, si je me souviens bien. Fin des années 90, je dirais, mais je peux me tromper, je suis pas... C'était dans ces eaux-là, et peut-être tout début 2000. Et donc tu avais vraiment un revival du micro à ruban. Il y a eu un gros... et donc tout se mettait en place. Toi, c'est dans cette période-là. Tu te souviens plus ou moins quand c'est, quand tu lances le premier, le LRM? Le LRM1 2011. C'est sur mon site. Bah oui, donc là on est en plein dans Attends, je réfléchis. Ça doit être dans ces eaux-là, 2011-2012. Oui, donc je pense que oui, là on est en plein dans le revival de... Oui. À ce moment-là, tu avais aussi les marques qui copiaient déjà les AVA et les Royer. Enfin bon, on va pas les nommer, mais tu avais vraiment toute cette vague de micros de moins en moins chers qui étaient censés faire la même chose que les micros de gamme américains. Et je voyais aussi qu'il y avait justement un trou entre ce qui sortait des usines en Chine et tu sortais de la boîte, il fonctionnait pas. Ah, ok. Tu sortais un deuxième, il fonctionne super. Oui, c'est ça. C'était complètement chaotique. Donc zéro contrôle de qualité. Et puis les hauts de gamme, que ce soit un Colt ou Royer, où là, très clairement, tu avais quelque chose de très valable, de très haut de gamme même. Même si aujourd'hui, je pense qu'on a des trucs encore un peu au-dessus, à des prix un peu plus abordables. C'est des boîtes un peu plus comme Samar, par exemple. Ça, on va en parler, ça va être intéressant. Ça, on fait un peu de teasing. Les gens, restez si vous voulez entendre les bons plans pour trouver les bons trucs. On va en parler, ok. Donc toi, tu dis là, il y a un petit créneau, un petit truc où tu te sens bien d'aller, quoi. Mais sans me dire, voilà, je vais faire des micros à ruban à temps plein. C'était pas ça du tout. Il y avait aussi un peu le côté projet amusant. Parce que là, j'étais vraiment à fond sur les condensateurs avec la boîte avec qui je travaillais. Régulièrement, j'allais me coucher à 3-4 heures du matin parce que
Le problème, enfin, je sais pas si tu as déjà commencé, probablement. Tu as déjà joué avec un nouveau périph ou quoi? Ouais, bah oui. C'est pas 10 minutes. Non, tiens, ça fait ça. Et, tiens, et donc, au niveau de la conception, c'est encore pire parce que tu changes un truc, tout change. Ouais. Tu fais sauter un composant, il part en fumée, zut, tu le changes, donc t'es parti pour une demi-heure de bricolage. Et donc oui, régulièrement, j'ai passé des nuits, quasi des nuits blanches là-dessus. C'était vraiment une passion, quoi. Ouais. Et à un moment donné, t'arrives à certaines limites quand même. Okay. Surtout que c'était pour faire des produits qui devaient être disponibles commercialement, mais avec un cahier des charges quand même assez restreint, notamment au niveau du coût de fabrication. Ouais. Donc je pouvais pas non plus faire tout ce que je voulais. Ouais. Et donc le ruban, c'était vraiment très amusant, parce que c'était vraiment un truc totalement différent. C'était un peu la récréation, quoi. Oui, c'était un peu la récréation. Et c'était des domaines totalement différents. On pourra parler de la différence entre une cellule de condensateur et un moteur à ruban tout à l'heure. C'est vraiment des mondes différents. Ok, ouais. Donc du coup, ça te libérait un petit peu l'esprit, tout en restant quand même dans le sujet, mais voilà, c'était complètement, ça te bouffait d'air frais, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, et donc du coup, tu développes ce premier ruban, et puis ça a évolué comment depuis là? Donc ça, c'est un modèle qui n'existe plus, enfin que tu ne proposes plus. Comment ça a évolué par la suite? Après, tu as fait des améliorations, tu as eu l'envie de développer un peu la gamme? Déjà, donc, j'en ai monté 2 ou 3. Je les utilisais au studio, puisque le studio existait toujours. Ce qui m'a permis de bien comprendre les limites du micro que j'avais monté. Et je me suis vite rendu compte aussi que si je voulais un micro qui allait me satisfaire autant que tous les autres micros que j'avais au studio, il y avait du boulot. Ok. Mais en même temps, il y a eu une demande, parce qu'au studio, il y a des gens qui venaient, je les utilisais. Ah tiens, c'est quoi ce micro-là? C'est son micro. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que j'en achète un? Parce que j'aime vraiment le son sur ma trompette, mon trombone, l'ampli guitare, etc. Et donc j'en ai fait un peu à la demande, plic-ploc, vraiment quelques-uns. Ah oui, ok, donc à l'idée, tu l'as fait, c'était vrai, quand tu dis récréation, c'était vraiment récréation, tu n'avais pas dans l'idée de les vendre, en fait. Tout. C'était pour toi et juste un petit projet dans ta passion des tout micros. À fait, Ok, d'accord. Et donc là, tu commences à avoir de la demande, ah mais ça sonne bien. Ok, donc là t'en fais. Oui. Et c'est là que c'est devenu un peu bizarre, parce que je voyais bien que j'avais besoin de temps pour les développer, pour faire quelque chose de mieux. Mais en même temps, il y a les gens qui me disaient non, c'est super, touche à rien. Et donc le LRM1, finalement, que tu as, c'est cette itération-là. C'est un micro qui fonctionne très bien, qui coûtait vraiment pas cher non plus. Vraiment, et je m'en sers encore tous les jours maintenant. Et qui est très utile. Et qui m'a pas encore lâché non plus depuis. Non, il n'y a pas de raison, sauf si on en abuse, il n'y a pas de raison. Non, je m'en sers beaucoup. Et... Ouais, donc tu disais ça, donc ça marchait bien, et puis donc tu te rends compte qu'il y a moyen de le développer, donc qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Donc, malheureusement, c'est là que j'ai commencé à avoir une demande qui a grandi assez rapidement. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Je dis aux gens, attendez, je fais autre chose et je prends le risque? Ou est-ce que je donne aux gens ce qu'ils veulent? Et en même temps, je travaille sur autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, le LRM1 a commencé à très bien se vendre à mon échelle. Bien sûr. Je suis pas Thomann non plus, on est bien d'accord. Mais... À un moment donné, j'ai commencé à travailler sur différentes améliorations. Notamment, on en avait parlé, les résonances à l'intérieur du micro, les résonances au niveau du moteur, différents problèmes techniques, mécaniques. Toutes sortes de choses qui ont mené au LRM2. Quand le RM2 est arrivé à un point où j'en étais satisfait, j'ai lancé, j'ai dit ok, j'arrête le LRM1. J'ai essayé. Et là les gens ont dit non, il faut que tu continues à faire le LRM1. Donc j'ai continué une deuxième fournée. Même chose, j'ai essayé après, c'était des batchs de 100 pièces, si je me souviens bien. Et après le dernier batch, entre guillemets, de 100 pièces, on m'a dit non. Donc j'ai dû en refaire un dernier batch.
Et puis là, j'ai dit, c'est fini. La demande aussi commençait à... Je veux que les gens commencent à découvrir le LRM2 aussi, c'était le temps que les gens commencent un peu... Là, quand même, les différences étaient quand même assez flagrantes. C'est ça, les gens se sont rendus compte un peu... Ouais. Okay. Mais j'ai encore aujourd'hui des gens qui me contactent. J'ai un LRM1, est-ce que je peux pas avoir un deuxième? Ouais, là, c'est parfois un peu chaud, parce que j'ai plus les pièces, j'ai plus... Ok, donc là maintenant LRM1 c'est fini. Non, est-ce qu'il n'y a pas une version, enfin tu vas peut-être ça que tu allais dire, mais j'ai pas vu un LRMV ou un truc du genre. Oui, ça c'est encore. C'est encore autre chose, ok. Oui, c'est encore une tangente. J'ai été trop vite, ok. Non, c'est un peu une tangente. Donc juste pour clôturer le LRM1, j'ai encore des gens qui me contactent aussi, qui me disent voilà, est-ce qu'il y a pas, j'ai encore LRM1 mais je m'en sers plus. Et donc là, ce que je fais, j'essaye de mettre en correspondance les gens qui en cherchent et les gens qui en ont. C'est cool ça. Ouais. Et vu qu'ils sont quand même assez solides. Généralement, ça se passe pas trop mal. Ouais. Ok, donc là, tu as LRM1, LRM2 arrive. Qui sort quelques années plus tard, peut-être 2014. Enfin, c'est sur mon site. Hein, les années de sortie sont sur mon site. Je pense que tu fais aussi une version stéréo, je pense. Une chose à la fois. Ah, d'accord. Je fais trop vite. Ok, d'accord. Vas-y. Quand j'ai arrêté le LRM1, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ok, le LRM2 sonne super, mais on aimerait bien le look du LRM1, pardon. Ah oui, c'est vrai que son look est... Quand les gens viennent dans le studio, c'est celui qui attire le plus la C'est vrai. Ah oui, et pourtant j'ai un beau parc de micros, mais celui-là, c'est toujours celui que les gens remarquent le plus. Quoi, Ah oui, il a une gueule. Il est imposant, oui. Il a une gueule, ça c'est sûr. Ouais. Donc, ok. Et donc, un peu contraint et forcé, j'ai repris tout à zéro parce qu'il fallait... je n'allais pas refaire le même micro avec tous ces problèmes. Mais non, tu avais fait une meilleure version. Bah oui, j'ai dû repenser le corps pour éliminer les résonances qui posaient problème, le moteur, même chose, éliminer tous les problèmes mécaniques, donc de nouveau tout repenser. Et tant que j'y étais, je me suis dit, je vais aussi résoudre un problème qui m'embête depuis le début, c'est qu'il n'y a pas de suspension mécanique. Et comme vous l'avez remarqué en studio, le LRM1, le moindre bruit qui passe à travers le pied de micro remonte dans le micro. Et donc là, j'ai bêtement, aucune honte, copié le shock mount du RCA 44. Très bon design, franchement, ça fonctionne très bien. Donc c'est juste un isolant en caoutchouc en 2 parties métalliques, c'est aussi con que ça, qui fonctionne surtout très bien pendu vers le bas, parce que tu n'as pas toute la masse du micro qui pousse sur le caoutchouc, et donc qui le compresse et qui limite l'isolation. Et donc là, je suis arrivé ça a pris quand même quelques mois aussi, de nouveau un résultat sympa, mais en même temps j'avais des commentaires aussi, ouais, le LRM2 super, mais il nous faut un truc un peu plus vintage. Ah ouais, plus comme le LRM1? Non, plus vintage que le LRM1. Ah oui, d'accord. Donc j'ai incorporé tout ça dans le LRMV, qui est devenu encore un autre micro, vraiment. Et ce qui était sympa, parce que j'avais le LRM2B, donc qui était plus orienté moderne, ce que je recherchais aussi, un micro à ruban avec un bon rapport signal-bruit. Avec des aigus, ce qui est rare pour un micro à ruban, surtout dans cette gamme de prix-là, qui donnait un peu un côté plus moderne, aéré, et clair, en contraste avec le LRMV, qui lui était beaucoup plus gras, rond, sombre, et qui rappelait plus les vieux RCA des années, même vraiment les tout premiers, années 30, années 40. Quoi. Et donc là, tu te retrouves avec une gamme de micro-rubans qui offre déjà pour des rubans. Là, il y avait 2 couleurs vraiment sympas. Possibilités, quoi, en fait. Et qui ne sonnaient comme rien d'autre sur le marché à l'époque. Oui, c'est vrai. Donc c'était aussi un des gros avantages, c'est que je sais qu'il y avait plein de boîtes qui commandaient n'importe quoi sur catalogue en Chine, qui en ont vendu des milliers. Mais moi, ça m'intéresse pas. Non, et puis je veux dire, franchement, je trouve que tes micros sont à un prix plus qu'abordable, quoi. Donc je veux dire, moi, pour moi, ça se réfléchit même pas, quoi. Tu vois. Ça a toujours été un point important pour moi. De un, parce que j'ai jamais eu les couilles pour monter un atelier permettant de faire des pièces métalliques. Parce que le LRM1, ça n'en a pas l'air, mais au niveau création des pièces, c'est quand même une belle prise de tête, quoi. Donc ça, j'utilise des fournisseurs pour les pièces. Je leur envoie les plans, les spécifications, et ça me permet de travailler et d'arriver à un prix très abordable. Parce que aussi, en même temps, si ça coûte moins cher d'acheter un Thomann ou un Music Store et d'avoir quasi les mêmes résultats,
je n'allais rien vendre. Et à ce moment-là, il fallait justement que je pousse un petit peu, parce que j'étais un peu en deux eaux. Soit je continuais le studio et mes collaborations avec différentes boîtes, et je gardais ça un peu comme hobby plus ou moins rentable, où j'essayais de pousser la marque un peu plus haut pour que ça devienne une source de revenus valable qui me permettrait aussi d'aller plus loin. Oui, de réinvestir dans les nouveaux projets, quoi. Tout à fait. Ouais. Ça m'a travaillé quand même pendant plusieurs années, parce que très clairement, si tu peux produire tes pièces toi-même, tu fais ce que tu veux. Ouais. Et aussi, c'est plus difficile d'en faire des copies. Ouais. Donc, au niveau de la compétition, ça résout pas mal de problèmes. Okay. Mais il y a l'investissement qui est là et qui est assez violent. Et en Belgique, en plus, ce que je ne savais pas à l'époque, mais on s'est pris quand même une crise énergétique qui a fait mal. Oui. Ça remet beaucoup de choses en question pour beaucoup de monde. Ouais, ça c'est sûr. Okay. Donc, c'est comme ça que j'ai continué à travailler. Et toujours en repensant le LRM2B, par exemple. Donc, le LRM2 a été repensé après quelques mois, de nouveau pour éliminer certains aspects qui me dérangeaient un petit peu. Je ne suis même pas sûr que quelqu'un ayant le LRM2, le LRM2B pourrait dire « oui, ça valait vraiment la peine ». Donc, tu as développé ça. À un moment, tu as arrêté le studio dans tout ça. Et donc, tu t'es focalisé. Tu nous as dit que maintenant, tu étais en train d'envisager autre chose que du ruban. C'est un peu ça la suite, ou j'ai skippé quelque chose dans le... Oui et non. Donc, de toute façon, j'ai toujours travaillé sur des condensateurs. Depuis 2003. J'ai jamais arrêté. Oui, tu veux dire le développement pour d'autres marques. Ouais. Et donc, quand j'ai arrêté de travailler avec d'autres marques, j'ai quand même eu des projets qui se sont un petit peu empilés comme ça sur mon plan de travail. Et à un moment donné, il faut prendre des décisions. Est-ce que je vais en faire un produit commercial? Est-ce que je vais oublier Ben et tout ça? Est-ce que je vais essayer de trouver quelqu'un qui voudrait acheter le concept? En tout cas, jusqu'il y a 2 ou 3 ans, j'ai laissé tout ça un peu de côté, puisque de toute façon, les rubans prennent tellement de temps aussi. Lancer une nouvelle gamme de produits. Des condensateurs, c'est totalement différent. Surtout que depuis le début, si je suis bien, tu es tout seul pour tout faire, en fait. Oui, enfin, j'ai des fournisseurs qui m'envoient les pièces. Oui, mais je veux dire, c'est toi qui, derrière, c'est toi qui gères tout, quoi. Aussi bien le concept, la fabrication, l'envoi, le SAV, le conseil des gens. Voilà, donc on n'a qu'une, dans une journée, il y a que 24 heures. Donc, donc je peux comprendre, qu'un projet aussi colossal. En plus, j'imagine un condensateur, ça on peut peut-être en parler après, mais c'est plus complexe qu'un... Faudrait qu'on fasse une liste de tout ce qu'on doit parler après. Oui, c'est pas grave, on fera une vidéo de 4 heures, c'est pas grave, c'est passionnant, donc c'est pas grave. Oui, donc je peux comprendre. Et donc là, tu mets le truc de côté, et là, il y a un moment où tu te dis, je vais quand même peut-être y aller alors. Oui, donc de un, il y a la relation que j'avais avec la boîte aux États-Unis qui a un peu piqué du nez. Donc ça a ouvert justement la possibilité de sortir des condensateurs sous ma marque, sans qu'il y ait de conflit, ce qui est génial. Mais juste à ce moment-là, il y avait la demande pour un micro stéréo. Ah, ok. Tu parlais d'un micro stéréo. Et donc j'ai commencé à travailler là-dessus aussi, puisque jusqu'à ce point-là, ce qu'on faisait quand quelqu'un avait besoin d'une paire stéréo, par exemple pour faire du Bloomline en MS, ils achetaient donc les 2 micros, et j'ai un kit où tu as une barre stéréo, et tu as un coupleur qui permet de monter le tout, et de faire un peu un AEA88 si tu veux, donc qui est complètement statique, et qui permet de faire du MS, du AB, enfin un peu tout ce que tu veux. Du XY, pardon. Mais c'est vraiment pas pratique. Donc le LRM2B pèse 900 grammes, donc on a 1,8 kg, plus la barre qui pèse 600 grammes. Donc un petit bébé. Oui, donc il faut un pied de micro assez violent ou alors avec un boom avec un contrepoids. Ce qui surprend les gens. Ah tiens, c'est quoi un contrepoids? Chez KM, il y a un boom avec un contrepoids. J'aurais pu dire le numéro de tête, mais ça existe.
Et ça permet de mettre des micros assez lourds sans problème, quoi. Le mieux reste quand même un pied de micro avec une base faite pour, surtout avec des sacs de sable ou à contrepoids sur le pied même. Là, tu es sûr qu'il ne va pas bouger. Mais donc, ça reste quand même encombrant. Il y a des gens aussi qui utilisaient les RM1 ou les RMV. Et là, on a un truc absolument gigantesque et extrêmement lourd. Et donc, il y avait le besoin pour un micro stéréo. Et là, le problème du micro stéréo de petite taille en ruban, c'est que en gros, le niveau de sortie est lié à la surface du ruban. Okay. Donc, plus tu réduis la taille, moins tu as de niveau de sortie au ruban, au moteur même. Et donc, plus ton rapport signal-bruit va souffrir. Donc, il y a un compromis à aller chercher. En même temps, plus tu réduis la taille du ruban, plus tu affectes la réponse de haute fréquence. Okay. Donc, il faut vraiment jouer sur tous ces paramètres-là pour arriver à faire un tout petit moteur. C'était l'idée, pouvoir en mettre 2 dans un micro. Donc le SRM1, qui est le micro stéréo que je fais, tu as vraiment 2 petits moteurs super efficaces, un au-dessus de l'autre à 90 degrés. Ce qui permet de faire du stéréo sans prendre la tête. Tu as juste un câble qui split en 2 XLR. Et ça aussi, c'était un petit peu un projet... Bon, il y avait une demande, je savais qu'il y avait une demande, mais je n'avais absolument pas prévu qu'il y aurait une demande telle. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à avoir un nouveau produit qui demandait beaucoup plus de travail que les autres, forcément, puisqu'il faut que les 2 moteurs soient identiques. Et donc, au niveau de la sélection, quand tu fais la sélection pour un client qui veut une paire de micro stéréo, bah, tu fais ta sélection au niveau des moteurs. Quand tu as fini de monter le micro, il y aura peut-être encore quelques différences à cause des résonances, etc. Mais bon, tu prends un autre. Il y a moyen de sélectionner, ça va finalement assez vite. Concrètement, pour les gens, c'est-à-dire que tu les mesures et en fait, les 2 doivent être le plus possible, avoir les mêmes caractéristiques sonores et rendre la même chose pour que l'image stéréo soit plus autant que possible. Quoi. Surtout au niveau de la sensibilité. D'accord. Il y a des paramètres qui sont plus importants que d'autres. Je dois dire aussi que vu que j'ai fait toutes mes études en anglais, il y a des termes que je vais sortir qui seront probablement... C'est pas grave, on sous-titrera. On va sous-titrer. Ok, ça va. Non, bien sûr, non, il n'y a pas de souci, mais oui, c'est ça. Donc, parce que quand les gens forcément veulent... Et toi, bah, chaque micro sonne un tout petit peu différemment et toi, tu essayes de pairer ce qui va être le plus homogène, en fait, possible. Oui. Bah, idéalement, identique en niveau de sortie pour 1 kHz. Parce que si tu fais sur toute la bande, c'est pas évident, mais aussi sur toute la bande pour avoir une réponse de fréquence identique. Ce qui, franchement... pose moins de problèmes que ça en a l'air. J'ai même envie de dire que c'est plus simple qu'avec un condensateur. Ah ouais, ok. Surtout qu'avec un ruban, la manière dont je les ai conçus, tu peux changer la tension du ruban. J'explique pas comment, parce que j'ai pas envie que tout le monde commence à faire ce que je fais. Mais tu peux changer la tension du ruban juste avec un tournevis et énormément de patience. Truc intéressant, il y a des gens qui m'ont demandé tout de suite, ils sonnent super, mais même en mono, est-ce que je peux avoir une version mono? Mais oui. Mais c'est bien parce que je veux dire, tu as des retours et quelque part, tu fais les choses pour les gens. Enfin, je veux dire, tu écoutes vraiment, tu n'es pas en train de te dire, je vais faire un micro comme ça, je vais en faire 10 000 et puis je vais vendre ça. C'est intéressant. En fait, tu as un vrai travail d'artisan qui a le souci du détail et donc tu dis, bon, ils veulent ça, je vais leur faire, mais en plus, je vais bien leur faire, quoi, j'imagine. Oui, mais c'est aussi, ça j'ai appris aussi sur le tas en travaillant justement avec des boîtes qui disaient, ok, on doit sortir un nouveau produit, on va regarder un peu ce qui se vend, on va faire un truc un peu dans ce style-là, et il faudrait que le prix ce soit ça. Vas-y. Ça n'a pas de sens. Bah non. Ça n'a pas un sens, je trouve, en rapport avec les gens avec qui on travaille, quoi. Enfin, les passionnés qui veulent un... En même temps, c'est vrai que techniquement, il y a une demande pour un micro qui fait ça à ce prix-là. Ça, je peux comprendre. Oui. Mais je pense pas que c'est une bonne base de travail. Surtout que forcément, ça mène à des discussions du style ok, il faut absolument qu'on garde ce prix-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre ce prix-là si on peut pas y arriver avec le cahier des charges actuel? On va commencer à gommer un petit peu les arêtes et arrondir les angles et on va faire du cheap, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça ne te convient pas. Non. Sans non plus partir dans l'autre extrême, ce que certaines boîtes font. Et ok, les gens veulent du haut de gamme, on va faire des micros à 8 000 €. Ok. Et du coup, on a 8 000 € comme base. Et si le micro en fait coûte 200 € à fabriquer, ça reste 8 000 €. Voilà. Okay. Donc. Ok. Je vois très bien. Mais ça. Donc faut voir un peu. Je note sur la liste des trucs dont on peut rediscuter éventuellement après sur.
sans parler de personne en particulier, mais un peu de ces grosses disparités de prix qu'on peut trouver. Ouais. Ok, donc là, les gens te demandent le stéréo, il est cool, mais est-ce que pour avoir une version mono, ok. Ce qui est compréhensible, parce qu'il y a des gens qui utilisaient le stéréo, par exemple, devant un quatuor. Ouais. Super, ok. Puis qui l'utilisaient devant un groupe plus important, peut-être même un orchestre complet. Et donc, ils avaient besoin de spots. Ouais, et donc, ils avaient besoin d'une version mono pour ne pas acheter le stéréo à chaque fois, l'utiliser en mono. Surtout qu'il est gigantesque, enfin, par rapport au mono. Hein. Et donc, j'ai sorti la version mono, juste pour faire plaisir. Et il a commencé à gagner en popularité aussi. C'est bien, à chaque fois que tu fais un truc, c'est cool. Il y a une réponse après, parce que j'imagine aussi que tu as des gens qui te suivent et qui te font confiance. Ce qui revient un peu à ton état d'esprit du début. Mais bizarrement, ça reste des ventes organiques. Donc, j'ai des gens qui sortent de nulle part. Tiens, j'ai vu ça. C'est ça. Bah, moi, c'est comme ça que je t'ai rencontré. Hein. C'est quelqu'un qui m'a dit. Et puis, voilà. Et puis, moi, je l'ai au studio. Plein de gens me disent « Ah, c'est quoi ?» Et voilà. En tout cas, c'est un modèle, je trouve, qui fonctionne bien. Je pense que c'est beaucoup ton nom plus marketing, c'est une forme de marketing qui est pas mal, en fait. Je vais pas te mentir, c'est vrai que t'as pas le site internet le plus sexy que je connaisse. Non. Mais il n'a pas bougé depuis. Voilà, c'est ça. Il est devenu aussi vintage que certains micros arrivants, quoi. Mais c'est très bien, en fait. C'est ça. Et quelque part, c'est ça qu'on vient chercher. C'est toi. Il y a un côté artisan du micro. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. J'ai essayé de faire un site épuré, tout blanc, avec des superbes photos et tout, un minimum de. Les gens n'ont pas aimé du tout. Allez. Où est toute l'information qu'il y avait avant? Bah alors, oui, je peux envoyer un PDF ou quoi? Non. Oui, parce qu'il y a tout l'aspect technique. Oui, c'est vrai que tout est très renseigné. Ce qui prend beaucoup de place aussi, ce sont tous les liens vers les vidéos des utilisateurs. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que j'ai pas énormément de gens connus dans mes utilisateurs, mais des utilisateurs qui utilisent les micros et qui publient des vidéos, de la musique. Ouais. Il y en a à l'appel, quoi. Mais ça, moi, je trouve que c'est un micro qui est parfait pour les pros, mais pour aussi les musiciens de tous les jours qui ont un petit home studio. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un truc qui se place. Enfin, justement, les gens qui nous suivent, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de t'avoir sur la chaîne, parce que je trouve que ce sont des micros qui sont vraiment parfaits pour les gens de même ce qu'on va appeler maintenant des home studios, même si ça veut plus toujours rien dire. Mais et donc, je trouve que quelque part, ça ta plus belle pub, toutes ces vidéos même si c'est pas des gens connus, mais c'est des gens qui s'en servent au quotidien, qui sont vraiment contents et qui en ont pour leur argent. Donc là, on a la version mono, et ça, c'est le dernier produit sorti officiellement. Et qui sera, je pense, dans les rubans le dernier avant un bon bout de temps, parce que les projets de rubans que j'ai sur le côté sont vraiment pas évidents à... Notamment, ça fait des années que j'ai des clients qui me disent fais un peu un cardio. Un cardio, déjà, c'est quasi impossible, donc ce sera un super ou hyper. Sur la liste, on peut mettre aussi parler des réponses polaires et des moteurs. Mais je ne suis pas satisfait des résultats. Et j'ai eu un RCA 77 en maintenance, j'ai eu un BK5 et d'autres. Oui, c'est vrai que ça ne se comporte pas comme un bidirectionnel pur, mais ça ne se comporte pas très clairement comme un cardio non plus. Allez dire à la clientèle, voilà, un micro, un ruban cardio, non, ce ne sera pas le cas. Et donc, le futur, on ne sait pas encore quand ce sera, mais pour le moment, c'est au projet. Maintenant, alors, tu vas venir avec No Hype sur les condensateurs. Mais ça, pour le moment, c'est un peu trop tôt. On va être obligé de se revoir plus tard pour en parler, alors. Oui, même si j'ai 2 prototypes qui sont quasi finis. On n'est pas encore au stade de la pré-prod quand même. Ça va prendre encore un peu de temps. T'espères ça sortir quelque chose pour 2025? J'arrête de dire ça va sortir à ce moment-là parce que ça fait 3 ans que je reporte, quoi. On verra, soit on se revoit, soit on testera ça. Mais on peut aborder le sujet oui, s'il y a des choses que tu veux en 2 minutes. Là-dessus. Il y a juste le gros souci que j'ai avec les condensateurs, c'est au niveau, on a parlé un peu tout à l'heure, c'est au niveau des composants. Par exemple, le condo sur lequel je travaille, on a commencé avec un étage de transistors de sortie, avec 2 transistors séparés. On est arrivé à un stade du prototype où il n'existe plus. Et il y a une telle rotation au niveau des composants aujourd'hui que en 6 mois, peut-être 6 mois, allez, on va dire 1 an, pas de 6 mois, mais en 1 an, le composant que tu as avec lequel tu travailles
devient obsolète et n'existe plus. Ah, c'est compliqué. C'est pas évident, oui. Parce qu'on trouve jamais un équivalent identique. Donc tu dois repenser le circuit, enfin, c'est pas évident, quoi. Okay. Donc là, on est passé sur une paire où tu as les 2 transistors sur un substrat, ce qui résout pas mal de problèmes, parce que du coup, on ne doit plus faire le test pour l'appairage, parce que c'est les tâches de sortie, donc il faut que ce soit bien symétrique, puisque c'est ce qui va être connecté à ton XLR. Ouais. Donc, si tu veux un bon mode de rejection commun, il faut que les impédances soient identiques entre les deux connecteurs. Mais voilà, tout est lié à la disponibilité du composant. Et c'est un peu le problème que j'ai eu en maintenance, et pour ça que je t'ai dit que ton 87, j'arrêtais. Ouais. Parce qu'au niveau des... juste les transistors, surtout, c'est critique pour un vieux U87 parce que tu as un transistor dedans. Ouais. Enfin, tu as aussi un régulateur au niveau de l'alimentation Phantom selon les modèles. Ouais. Et tu peux pas mettre n'importe quoi dedans. Maintenant, il y en a qui mettent des 2S470 qui sont des petits FET chinois qui fonctionnent, hein, ouais. Mais tu perds en plage dynamique. Okay. Alors que l'U87, c'est pas non plus... Maintenant, ça fonctionne et tu mets le pad quand... C'est très bien. Ouais. Mais si tu compares ça à un micro moderne comme un TLM103 qui monte à, je sais pas, 132, 130 dB SPL sans pad, rien du tout, c'est difficilement comparable, quoi. Donc, il faut vraiment avoir les pièces. Et je sais qu'il y a quelques personnes encore aujourd'hui qui ont les pièces, qui ont accès aux pièces, qui ont des vieux stocks de pièces, mais qui arrivent au bout aussi. Notamment, il y a un type en Autriche qui travaille chez AKG, qui a un stock ridicule de... Mais tout le monde va chez lui, donc... ça va diminuer. Ouais. Et il n'y a plus rien après, donc c'est pas évident, quoi. Okay. On n'est pas encore au stade du U47 où c'est pas possible de trouver une VF14, hein. On n'est pas encore là. Mais et même si on peut toujours bricoler et changer une pièce pour une autre, un composant pour une autre, ça devient quand même pas évident de mener un projet du premier jet sur papier au produit physique sans altération, parce que juste au niveau de la disponibilité des composants. C'est quelque chose qui est récent, cette espèce de rotation des composants, ça a toujours été, c'est propre à l'évolution technologique et du monde dans lequel on vit. De un, on est passé vraiment au full numérique, donc il y a plus la demande pour les produits analogiques, donc les transistors, les transistors audio. C'est ça. Maintenant, la plupart des fabricants de composants les fabriquent en format de surface. Donc, il faut aussi avoir une chaîne d'assemblage qui te permette de faire des PCB en composants de surface. Ça veut dire aussi les réparations sont beaucoup plus violentes. Parce que bon, ici, tu sors ta tranche, tu as un beau PCB avec des composants qui sortent, tu peux aller mettre ton multimètre sur les pattes, les pattes des condensateurs ou à l'arrière, enfin, toujours moyen de bricoler pour aller chercher une valeur ou une mesure. En SMT, c'est déjà plus chaud, quoi. Et puis, c'est une optique différente aussi, c'est pas fait pour être réparé, c'est fait pour être remplacé. C'est un peu... La plupart des micros en SMT, Sennheiser, Neumann, pareil, mais Bayer aussi, je pense, tu renvoies un micro, ils enlèvent le PCB, ils mettent un nouveau dedans. Ok. Et oui, de un, ça coûte moins cher en main d'œuvre. Tu cherches pas la panne, tu remplaces le truc. Ça coûte pas beaucoup plus cher en pièces. De toute façon, le client, il va payer plus ou moins la même chose, donc ça fait plus de déchets, mais bon. Ok. Il n'y a pas la demande, quoi. C'est ça. Et donc, toi, à ton niveau, tu dois jongler avec cette réalité un peu compliquée entre entre le fait de le prototype, de le sortir, et puis de savoir dans combien de temps tu vas pouvoir garder la production derrière, alors. Et c'est pour ça, je pense qu'on va voir de plus en plus de révisions des modèles qui sortent aujourd'hui. Déjà, de toute façon, un condensateur qui sort aujourd'hui va avoir une durée de vie assez limitée, puisque tout est nouveauté pendant autant de mois. Et puis les gens se lassent. Alors les fabricants sortent un nouveau truc. Maintenant, ils jouent plus sur la finition qu'autre chose. Bayer Dynamics, par exemple, a réintroduit toute la ligne donc les M201, les M160. Ils me disent, ah tiens, intéressant d'avoir des meilleures spécifications, meilleurs rapports signal-bruit, ce qui est, à mon humble avis, le problème de leur ruban. C'est que les rubans Bayer sont géniaux, parce que bon, c'est les rubans de John Bonham, etc. Et David Bowie, ok, super, mais rapport signal-bruit, pas top. Mais là, ils ont fait un rebranding, où ils ont juste changé le logo.
Donc là, j'ai pas bien capté, mais c'est ce qui se fait maintenant. On réintroduit des produits pour avoir la possibilité de faire un petit coup de pub. Réintroduire, on fait des vidéos, on fait du marketing. Donc on a une nouvelle clientèle qui s'intéresse aux produits. Peut-être que le logo aussi correspond mieux à ce que les gens attendent. Parce que les logos Bayer Dynamic n'étaient pas vraiment excitants par le passé, ça c'est clair. Mais il y a plein de marques qui jouent là-dessus aussi, hein, où on change la couleur aussi, la finition, on change vraiment des détails qui ne changent absolument rien à la performance du produit, mais qui va donner un avantage pour le vendre. Oui, c'est compliqué. C'est une approche qui se défend aussi, hein. Faut rester en business, faut continuer à vendre des trucs, hein, je suis bien d'accord. Mais oui, c'est peut-être que entre ces gens-là et toi, c'est pas le même public. De toute façon, vous adressez pas. Ah oui, de toute façon, oui, mais je ne sais même pas de faire de comparaison. Sûr, oui. Mais très clairement, les produits aujourd'hui qui sortent ont un cycle de vie beaucoup plus court. C'est pas comme le U47 qui est sorti en 67, si je ne me trompe pas. Et que les gens achètent toujours. Aujourd'hui, c'est ce genre de quoi, de 2000 € plus TVA. Ça n'a pas de sens. Et du coup, pour les gens qui captent pas forcément, tu peux redéfinir un petit peu la liste, enfin ce qu'on appelle moteur et la liste des différents, on va dire, moteurs pour un micro. Ouais. Donc une fois qu'on a bien capté justement que c'est la partie la plus critique du micro. Quoi que tu mettes après, parce que bon, il y a un peu la mode des micros passifs qu'on transforme en micro actifs depuis un bout de temps. C'est toujours le moteur qui va avoir le plus d'impact. Et donc, tu vas avoir le moteur à ruban qui a un point de résonance entre 20 et 50 Hz. Donc, il va naturellement répondre fortement à des fréquences assez basses. Tu as tous les dynamiques à bobine, donc les SM57, Bayer 200, etc., qui ont un point de résonance fixé dans les médiums. Et ce qu'on entend aussi, très clairement, quand tu mets un dynamique devant un ampli guitare, devant n'importe quoi, tu entends tout de suite que les médiums ont plus de présence que les extrêmes. Et puis tu as les condensateurs qui ont leur point de résonance très haut dans les aigus. Et selon la conception de la capsule, tu peux avoir plus ou moins de damping. Ah, l'amortissement. Ouais. Enfin, il doit y avoir un terme exact, mais enfin, c'est plus ou moins ça. Un peu comme quand tu as une EQ paramétrique et que tu changes le Q. D'accord. Donc la largeur de la bande d'EQ, quoi. Plus tu vas aplatir, plus tu vas avoir de damping, plus ta plage de fréquence va s'élargir. Et quand tu as un condensateur où c'est fait correctement, donc ça c'est vraiment au niveau de la conception de la capsule, et que la construction aussi est faite correctement, tu vas pas avoir de pic désagréable. Tu as beaucoup de capsules bon marché, notamment on en a parlé, toutes les copies de K87, qui vont avoir non seulement un pic vraiment désagréable, mais qui peuvent avoir aussi plusieurs pics sur le côté, notamment des harmoniques, qui peuvent aller très haut, qui sont moins problématiques, mais tu peux avoir des subharmoniques aussi, qui donnent un caractère vraiment désagréable. Agressif et... Oui, tout à fait. Agressif, mais pas bon agressif. Et donc ça fait partie de la conception du micro, mais principalement de la capsule. Et il faut faire bien attention quand tu vois toutes ces capsules qu'on te vend copie de K87 pour $40. Faut pas rêver non plus. Ben, tout se paye, quoi. Donc tu peux utiliser de l'EQ pour corriger par la suite. Une limite. Mais une fois que la distorsion harmonique est dedans, c'est fini. Donc tu as vraiment ces trois types de moteurs-là qui vont avoir différents modes opératoires. Donc le ruban va être bidirectionnel naturellement, puisque bêtement tu as un ruban avec une différence de pression de chaque côté. Tu as le dynamique à bobine qui peut être naturellement omnidirectionnel si l'arrière n'est pas ouvert à la pression externe. Mais généralement, ce qu'on fait avec les dynamiques, on les rend directionnels en utilisant un filtre de phase à l'arrière du diaphragme. Le son qui arrive à l'avant du micro fait vibrer le diaphragme. Le son qui arrive à l'arrière arrive aussi devant
mais avec suffisamment de retard pour être à pression identique. Et donc le diaphragme ne bouge pas. On le décale de façon mécanique, je dirais, dans le temps. Enfin, on le fait prendre des petits chemins pour que ce soit un peu plus long. Oui. Tu parlais de labyrinthe acoustique. Oui, voilà, exactement. C'est exactement ça. Oui. Et puis tu as les condensateurs où là on est beaucoup plus libre entre guillemets parce qu'on peut faire c'est vrai qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, mais on a des limitations au niveau justement des pics de résonance. Et c'est pour ça en partie que c'est vraiment pas évident d'avoir un bon bidirectionnel pur en condensateur parce que la fréquence de résonance naturelle est très haute et que pour avoir un bon bidirectionnel, la fréquence de résonance doit être beaucoup plus basse. Donc au niveau de la sensitivité, on a des soucis. On a aussi de gros problèmes au niveau du fait que ton diaphragme, dans un bidirectionnel à condensateur, a une demi-plaque, comme je disais tout à l'heure, de chaque côté, donc une plaque perforée de chaque côté pour former le condensateur. Puisque dans la capsule typique, tu as ta plaque et un diaphragme de chaque côté. Les diaphragmes répondent, il n'y a rien devant. Donc, il n'y a pas d'obstacle entre le diaphragme et la source sonore. Mais dans un bidirectionnel, vu que ton diaphragme est unique et c'est lui qui va bouger, pour former quand même un condensateur, tu as besoin d'une plaque pour le garder symétrique de chaque côté, une plaque fixe, et donc qui est un obstacle entre la source et ton diaphragme. Ça va avoir pas mal de coloration à ce niveau-là. Donc, il y a très clairement un choix à faire au niveau des trois moteurs. Et les trois moteurs ont aussi leur impact sur le coût du produit. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu as vu un gros parc de micros vintage, que tu étais passionné. C'est un truc qu'on a vu beaucoup ces dernières décennies. Il y a tout un marché, je pense, qui s'est développé là-dessus, parce que forcément, les premiers micros, quelque part, les micros, ça, c'est pas non plus, historiquement, on n'a pas des micros il y a 500 ans. Donc, il y a toute une série qui sont arrivés au côté un peu vintage. Des fois, il y a un côté un peu... Alors, sans jeu de mots, un peu hype autour de ça. Toi, c'est un truc qui t'a passionné. Quel est un peu ton point de vue sur ce qui est maintenant un peu les micros? Moi, mon point de vue, c'est que parfois, il y a un truc... Enfin, des fois, je suis surpris Moi, c'est des outils au quotidien. Je pense qu'il y a un côté collection, il y a un côté passion. Je sais pas comment toi, tu vois ça, surtout que nous a expliqué que c'est des outils qui vont être difficiles à entretenir de plus en plus. Donc, voilà, en tant que passionné de micro et ayant eu un parc de micros vintage, comment tu vois ça un petit peu de ton point de vue, je dirais, d'expert? Comme tu l'as dit, il y a deux choses. Tu as l'outil et tu as l'objet de collection. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui captent pas. D'accord. Notamment, je peux comprendre que quelqu'un, Lenny Kravitz, il peut s'acheter ce qu'il veut. Okay. Donc, il va s'acheter un vieux Telefunken à 15 000 $ chez Vintage King. C'est compréhensible. Mais ça reste quand même un objet de collection. Maintenant, il va l'utiliser parce que c'est Lenny Kravitz. Mais ça reste un objet de collection. C'est devenu un objet de collection. Ce sont des micros qui, à l'origine, coûtaient ce qu'aujourd'hui, on achète pour, je sais pas, l'équivalent d'un C414, donc 800-900 €. Maintenant, ils existent en quantité limitée. Ils ont été utilisés par plein de gens célèbres, des pointures de la musique. Et donc, forcément, ils ont acquis un statut un peu mythique. Et vu qu'ils n'existent plus, de 1, et que de 2, par exemple, au niveau de la plupart des Neumann, les lampes, qui est évidemment une des pièces critiques du micro, n'existent plus, sauf en quantité extrêmement limitée, et quand tu arrives à en trouver une, le rapport signal-bruit est épouvantable. Pour moi, ce ne sont plus des outils de studio, ce sont vraiment des objets de collection. Et donc, ce ne sont pas des micros qu'on utilise en studio, avec une usure, avec un amortissement, c'est autre chose. Et donc forcément, tu as des gens qui vont mettre des prix de fou, et une fois que ça s'emballe, je ne saurais plus dire, c'est dans les années 90, je pense, que beaucoup de Japonais ont commencé à faire grimper les prix. Et puis depuis, ça s'est jamais arrêté. Et quelque part, donc le prix se justifie par l'aspect collection, comme tu le dis, c'est pas le son qui... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et c'est ça qui est très bizarre avec les marques qui font des clones et qui les revendent, qui vendent leurs clones quasi au prix du vintage. Il n'y a aucune justification. Oui, ça c'était une autre question que j'avais pour toi aussi. Quel était ton point? Enfin, parce que dans les clones, du coup, moi je parle plutôt des clones
qui essayent de recréer des grands classiques. U47, c'est 12. Voilà, c'est ça. Télé 250, on en connaît plein. Ouais. C'est quoi un peu ton point de vue là-dessus? Est-ce que pour toi, c'est... je vais dire n'importe quoi, mais pour toi, est-ce qu'il y en a des biens, il y en a des gens qui font ça bien? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui font ça mieux que d'autres? Est-ce qu'on peut trouver des choses chouettes là-dedans, ou est-ce que ça n'a... En général, c'est un peu compliqué? Je sais pas si tu as un avis à partager là-dessus. Bah oui, déjà j'en ai eu beaucoup en réparation, des vieux, vraiment des vieux Neumann, Schupf, AKG, jusqu'à des trucs récents, Peluso par exemple, ou le téléphone connu USA. Et c'est chaque fois le même constat. Très clairement, le coût de production de l'objet ne peut pas être mis en équation logiquement avec le prix de vente. Ça, c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on paye? Ça varie beaucoup. Dans les meilleurs cas, tu vas payer une boîte ou un individu qui a investi des sommes assez conséquentes dans de l'outillage lui permettant de recréer des pièces à l'identique. Donc un vrai clone, comme le nom l'indique, ce serait la même chose à l'identique. Identique. Malheureusement, on a tendance à utiliser clone aujourd'hui pour des kits achetés 600 €. Donc il faut faire une différenciation. Donc, si je te comprends bien, il y a des clones qui sont vraiment des reproductions à l'identique et on refait les pièces. Et il y a des espèces de copies qui, de loin, reprennent le principe, mais qui... Donc déjà, il faut faire la distinction entre les deux. Et des clones, donc du coup, ça va être assez cher. Bah, par exemple, Telefunken USA, oui, ils font des trucs... Moi, maintenant, je ne vais pas discuter de leur tarif, parce que bon, ça, c'est leur truc. Mais oui, il faut bien faire, il faut peser le pour et le contre. Est-ce que je veux un AKG C12? Est-ce que je veux un vieux qui va probablement gagner encore un peu de valeur, même si d'après certains experts, on arrive quand même au pic. Au maximum. Mais, comme on avait dit aussi dans les années 2000, etc., à chaque fois, on se dit, mais ça va plus monter. Mais ça continue. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le monde des guitares. Un peu, Les Paul 59. Ça n'a aucun sens. Quand j'étais aux États-Unis, j'en ai vu une à 30 000 $. Si je l'avais acheté à ce moment-là à 30 000 $, elle vaudrait 300 000. Ça, c'est une belle plus-value. Et ça, on ne peut pas prévoir. Non, mais c'est pas pour ça qu'elle sonne mieux. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une vieille guitare, comme un AKG C12, c'est un vieux AKG. Maintenant, quand on fait un clone, on peut décider aussi de le faire à l'identique. Donc d'investir dans la machinerie nécessaire à faire les pièces. Et on peut dire, ok, je dépense ce qu'il faut dépenser et ce sera identique. Dans les limites du possible. Un AKG C12, ça utilise une 6072 comme lampe. On en trouve sans problème. Un U47, il faut arrêter, la VF14 n'existe plus. Personne n'est arrivé à refaire une VF14. Ceux qui ont essayé ont abandonné. Et ceux qui font des modifications du circuit pour utiliser une EF12 ou une petite pintode ou ce genre de choses-là, les résultats ne sont pas les mêmes. Ça peut pas, mais ça ne saurait pas, puisque si tu veux commencer à changer le circuit, tu dois changer aussi le transfo, puisque t'as rien dedans à part une lampe et un transformateur. Et tout est figé là-dessus. Donc il n'y a pas 36 solutions. Soit tu utilises les mêmes composants, soit tu fais un tribut. On dit en français un tribute, je sais pas comment on dit en français. Un hommage. Un hommage, voilà, pardon, un hommage. Tu fais un hommage. Et il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont très proches. Et dans le contexte d'un mix, donneront les mêmes résultats. Et qui coûteront beaucoup moins cher. Ça a du sens. Maintenant, est-ce que ça a du sens d'aller mettre 10 000 $ pour un clone d'un modèle vintage qui en coûte peut-être 15 000, mais le clone ne va pas gagner en valeur, puisque c'est un clone. Quelque part, les micros ont plus tellement évolué. Enfin, on est toujours basé sur les mêmes concepts que dans les années 60-70, en gros. Je dis peut-être de la... 40. On remonte à 40. C'est parce que je vois les gros trucs iconiques pour moi sont un peu dans ces années-là, mais si ça n'a pas tellement évolué, comment ça se fait qu'on ne pourrait pas avoir des choses similaires à des prix un peu abordables? Ou est-ce que c'est possible, d'après toi? En fait, complètement. Bien sûr, c'est ça. On est sur de l'irraisonnable, en fait, d'une certaine façon. Tout à fait, parce qu'on est tous des passionnés, qu'on a fantasmé. Où est-ce que tu penses qu'il y a une gamme de prix? Est-ce que c'est possible de dire, en dessous de ça, ça va être compliqué, tout simplement parce que peut-être qu'il y en aura des bons, des pas bons dans le tas et que c'est des questions de production. Là, on commence à avoir une gamme où on peut espérer avoir quelque chose d'un peu correct.
et qu'il y a une espèce de maximum où à partir d'au-dessus de ça, on est en train de se chatouiller pour se faire rire, quoi. Je sais pas si c'est possible de fixer ça, toi, de ton expérience. Bah, l'ensemble de ces deux questions, en fait, tu peux tout ramener à l'offre et la demande. Ok. Tout simplement, de la même manière que tu peux acheter une montre à 50 € ou à 50 000 €. Si la demande existe, le fabricant de montres serait bien con de dire non, on va pas faire des montres à 50 000 €, c'est débile. Parce que s'il y a plein de gens qui s'amènent et qui disent on veut acheter des montres à 50 000 €, si tu fais des montres à 50 000 €, même si elles ne te coûtent que 200 € à fabriquer, tu serais bien bête de ne pas le faire. Oui, bien sûr. Donc il y a la demande, très clairement. Il y a deux choses au niveau des micro vintage. Tu as justement le désir d'avoir le même micro que Sinatra. Tu vois ce que je veux dire? Le fan de Sinatra ou le fan de qui que ce soit. Bien sûr. Ce qui pousse beaucoup de gens à aller chercher le même matériel, tout simplement. Parce qu'ils se sentent plus à l'aise au niveau du musicien. Et j'ai eu le cas en studio, toi aussi, fort probablement. Tu mets un musicien devant un SM57, un chanteur, ok? Tu lui mets un Bon Neumann, et ça va totalement changer l'atmosphère et probablement la performance aussi. Alors que le 57 donnera peut-être un meilleur résultat. Donc il y a ça, et ça existe, et c'est là. Maintenant, si cette personne a un budget illimité, elle va aller mettre un budget illimité. Et donc, de nouveau, on va offrir à cette personne ce qu'elle demande, un micro à 50 000 €. Ouais. Ok. Mais en aucun cas, ça, de ton expérience, aucun micro, ça n'est pas justifié, il n'y a aucune raison technique, et on est plus de l'ordre du ressenti, de l'envie. Ça dépend. Ouais. Si tu prends en compte la recherche et développement, enfin les frais de recherche et développement que Neumann a effectué dans les années 80, qui ont mené au développement de la série TLM, très clairement, il faut qu'ils rentrent dans leurs frais. Oui, parce que développer un truc à ce niveau-là... Ça n'existait pas avant. Bon, AKG a fait des trucs très sympas, mais quand Neumann s'est amené avec TLM, et je pense que c'est lié au fait que Gefell avait développé énormément de choses complètement cinglées, mais forcément, ils étaient enterrés derrière leur mur, donc... on n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait là-bas. Et quand Neumann a remis un peu la main sur la technologie que Gefell avait développée, là, je m'avance un petit peu, donc il faut faire attention. Mais en même temps, c'est ce que j'ai lu. Donc, et apparemment, ça se vérifie. Très clairement, tu as un avantage et tu vas faire des investissements pour sortir un produit commercial qui te permet d'avoir un avantage sur la compétition. Parce que là, il y a une forme d'innovation à ce moment-là. Très clairement. Et donc là, ça, c'est autre chose. Je pense que le TLM103 était le premier micro avec un PCB multicouche, si je me souviens bien. Mais sinon, c'est vrai que le développement du circuit complexe, entre guillemets, date du U47 FET, donc 1966-67, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là qu'ils ont commencé, je pense. Où on est passé d'un bête transistor qui nourrit un transfo à un petit op-amp, en fait. Mais ce qui a suivi, on a vraiment eu un bond technologique assez violent. On est passé littéralement du U89, si je ne dis pas de bêtises, au TLM103. Et on a gagné 7-8 dB de rapport signal-bruit. C'est assez violent. Et tout d'un coup, on avait un micro qui n'avait plus besoin de pad. Alors que le 87 monte jusqu'à 127 dB, le AI à 117, si je me souviens bien, dans ces eaux-là. Je saurais plus dire. Le circuit TLM, lui, peut encaisser des voltages beaucoup plus hauts, en gardant le bruit de fond extrêmement bas. Il n'y a rien à faire. Ce sont des développements qui demandent énormément d'argent à effectuer, et ça, il faut aller chercher l'argent quelque part. Donc là, ça se justifie. Mais bon, un TLM103, à l'époque, ça coûtait 700-800 € plus TVA. Ça n'a pas augmenté énormément. Maintenant, oui, Telefunken USA qui sort un clone à 8000 €. Il faut se poser la question. Mais de nouveau, s'ils ont investi dans du matériel, ce que Neumann ne voulait pas faire, pour recréer la moindre pièce à l'identique, même les vis, etc., avec les mêmes alliages,
Ce que beaucoup de fabricants de capsules, par exemple, font aujourd'hui, les fabricants de capsules boutiques, ils insistent sur l'alliage qui doit être identique, forcément. Si on veut exactement les mêmes résultats, il faut avoir exactement les mêmes spécifications. Et tout ça, ça se paye. Ça, c'est sûr. Donc, il y a un coût. Ok. Et du coup, bah justement, ça qui est intéressant, c'est parce que moi, dans ma tête et dans mon côté non spécialiste, moi, j'imaginais les micros comme ça avait relativement peu évolué. Je sais pas si, indépendamment de cette évolution, si le micro qu'on connaît actuellement, quelque part, on est sur une de ces versions les plus abouties, il y aura plus de grosses innovations technologiques, ou si toi, tu as encore vu des choses évoluer, si tu penses qu'il va encore y avoir des choses possibles dans l'avenir. Donc, il y a eu trois vraiment, enfin, à mon humble avis, il y a eu trois points de repère. Donc, il y a l'arrivée des micros disponibles commercialement, aux alentours de 1915, plus ou moins. Okay. Dont Neumann, donc des micros modernes entre guillemets, pas des micros à piston avec un rapport signal-bruit de 15 dB, il faut rester calme, donc des trucs vraiment utilisables. Puis il y a eu la révolution des circuits électroniques dans les années 80. Je mets de côté un peu le passage de la lampe au transistor, parce que finalement... C'est pas une innovation, c'est un changement, mais je veux dire, on avait avec une bonne lampe, t'as un bruit de fond de 18 dBA, peut-être 18, 17, 16. À l'époque, on a mis des FET et transistors, on est arrivé à des bruits de fond plus ou moins identiques, avec des caractéristiques de distorsion différentes, c'est sûr, mais plus ou moins au même niveau. Donc, pas énorme. Par contre, dans les années 80, la technologie TLM de Neumann, et AKG aussi, la technologie ULS, donc le C414 ULS, le 460 et 480 ULS, là aussi, on partait très clairement vers de bien meilleures spécifications. Ça, c'est juste des évolutions électroniques, techniques qui font qu'on a... Capsules aussi. Hein. Et capsules aussi. Oui, donc électroacoustique. D'accord, et donc, qui font qu'on a des... Vas-y, je t'en prie. Et puis, troisième point, c'est le passage au microphone numérique. Ok. Mais, de nouveau, un peu en bémol, puisqu'on a un micro analogique avec un convertisseur. Oui, c'est ça, en gros. On n'a jamais... Je pense qu'il n'y a... Non, je suis certain qu'il n'y a pas aujourd'hui de micro disponible commercialement, tout numérique. Ok. Ce qui est possible, mais c'est pas au point. Ça ressemblerait à quoi? Identique physiquement, mais la capsule nourrirait entre guillemets, directement un circuit numérique. Notamment, il y a un système qui utilise un laser. Il y a un système aussi qui utilise un semi-conducteur avec, au niveau de la traduction, je ne saurais plus dire ce que c'était, mais tu aurais une impression directement sur le semi-conducteur avec un état 0 ou 1 et un signal numérique direct. De toute façon, ça reste une conversion, parce que de toute façon, tu dois prendre tes ondes acoustiques. Il y aura un moment, oui. Et il faut faire un signal électrique. Ça, de toute façon, tu ne saurais pas faire autrement. Après, le signal électrique doit être converti. Mais pour le moment, ce qu'on a, on a vraiment des micros analogiques avec un convertisseur au cul. C'est ça. Et là, on se rapproche de plus en plus de la capsule, quoi. En gros, la conversion remonte de plus en plus vers la capsule. Et il y avait l'autre question, c'est un espèce de... C'est moi, je t'ai désolé, je t'ai donné beaucoup de trucs en même temps, mais est-ce que pour toi, il y a une espèce de... Parce que nous, on a notre idée un peu sur le sujet, mais dire, tiens, voilà, en dessous d'un tel prix, il faut se dire, on risque de tomber sur des trucs aléatoires, machin. Il y a un prix, là, on peut espérer avoir quelque chose de correct. Et au-dessus, on commence un peu soit à chipoter à des détails, soit on est... Parce que nous, on a quand même une audience qui fait gaffe à son budget, quoi. Et souvent, je pense que beaucoup de gens ont aussi l'impression que, effectivement, on paye beaucoup de marketing parfois, et ça n'intéresse pas forcément tout le monde de payer du marketing, quoi. Mais d'avoir des outils pour faire de la musique, quoi. Je sais pas si toi, tu as une espèce de... Ça varie beaucoup. Ok. Déjà, ça varie du type de micro, parce que tu as des micros qui finalement ne coûtent pas cher à produire pour peu que tu aies la structure. Quand Shure fait des SM57, ça coûte pas cher, bien d'accord. Par contre, toi, si tu veux faire un SM57 dans ton garage, c'est autre chose. Donc, très clairement, si tu veux un bon dynamique, entre 100 et 300, moins cher, faut pas rêver. C'est un truc qui sort d'une usine en Chine. C'est quasi impossible autrement.
Sauf peut-être, j'allais dire peut-être Audio-Technica au Japon, mais je pense qu'ils sont de toute façon dans une gamme de prix un peu plus haut. Oui. Mais aussi, n'oublie pas que tu as les frais de développement qui sont là. Ouais. C'est un peu le gros problème qu'on a aujourd'hui. On viendra aux autres types après, hein, après oui, bien sûr, le dynamique, mais c'est un peu le gros problème qu'on a aujourd'hui. C'est que vu qu'on a tiré tellement les prix vers le bas, si on met le haut de gamme de côté, c'est un autre monde. Mais autre chose. À part ça, on a tiré les prix vers le bas. Et des boîtes comme Shure, Electro Voice, AKG, Beyer, qui tournaient, doivent jouer avec une compétition déloyale. Ils ont perdu des ventes, forcément. Et tu vois très clairement qu'il y a la volonté de faire des produits plus abordables, autrement dit, moins chers. Cheap. Et donc, s'ils sont moins chers, il y a rien à faire. Ils sont moins chers à être construits. La production coûte moins cher. Donc, on tire vraiment un peu tout vers le bas. Et ça fait un bout de temps que ça dure maintenant, et malheureusement, ça affecte les marges bénéficiaires, et donc c'est de l'argent que tu ne peux pas réinvestir dans la recherche et le développement. Et donc c'est un poste extrêmement important, et ça affecte évidemment les produits les moins coûteux. Donc tout ce qui est microdynamique, ça devient chaud. Ça devient pas évident de sortir des trucs sympas, valables, d'innover. Il y en a qui le font encore, hein. Shure, ils essayent. D'ailleurs, ils viennent de sortir une cellule de condensateur qui compense l'effet de proximité. Je saurais plus dire mais c'est leur dernier condensateur, je pense, qui est sorti cette année-ci, ce qui n'existait pas avant. Et c'est très bien fait. Et ils ont ils publié tout un PDF là-dessus. Et c'est très clairement le chef d'équipe, c'est quelqu'un qui s'y connaît méchamment, quoi. Donc c'est très intéressant. Mais tout le monde s'en fout, malheureusement. C'est un peu triste, mais c'est un micro que j'aimerais bien me payer un de ces jours juste pour jouer avec, quoi. Parce que c'est vraiment très 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 intéressant. C'est un des gros problèmes des micros directionnels, c'est l'effet de proximité, évidemment. Enfin, le problème. C'est un trait, je veux dire, ça peut être sympa aussi quand on va en gros son. Mais on est bien d'accord. Pour les condensateurs, alors donc là c'était le dynamique, donc tu avais dit entre 100 et 300 € en dessous, faut pas s'attendre, et au-dessus... Maintenant, attention, tu peux avoir des classiques qui coûtent plus cher. Le MD441 de chez Sennheiser n'est pas un micro que tu peux fabriquer pour pas cher, c'est impossible, c'est très complexe à l'intérieur. Donc là, il y a une limite. Là ça se tient, quoi. Là ça se tient de 1, et puis de 2 aussi, vu que c'est un grand classique. Pourquoi aller le vendre, pourquoi le brader. Le brader, voilà, c'est le terme que je cherchais. Puis ils viennent de sortir le MK, le MD 421 court. Ah oui, j'ai vu ça. K, je pense, pour courte, je suppose. Qui apparemment est très bien fait aussi, et qui coûte un petit peu moins cher, mais pas suffisamment, je pense, pour que ce soit un argument. Mais au moins, voilà, c'est un développement, c'est un truc sympa, et peut-être qu'ils essayent de repartir un peu vers avec une optique de développement qui est un truc promotionnel, en fait, un investissement promotionnel. Le RE20 aussi, Electro Voice, tu ne saurais pas produire ça pour moins cher, difficilement en tout cas, quoi. Je pense pas qu'on voit beaucoup de copies ou de trucs qui se disent... de copies, on a de mauvaises copies, quoi. Bon, c'est pour ça que j'en ai pas entendu parler. Sinon, Electro Voice avait justement ce qu'il faisait à une époque, il prenait les capsules des RE15, RE16 et RE18, et celles qui ne répondaient pas à leur cahier des charges spécifiques passaient en bistock, entre guillemets, et ce sont devenus les RE10, RE11 et RE je ne sais plus comment. Et donc pendant quelques années, ils sortaient ces modèles-là un peu comme... des modèles moins coûteux, un petit peu moins chers, parce que de toute façon les capsules existaient, donc ils n'avaient pas les BD non plus. Et pour les gens qui n'avaient pas besoin de prendre un micro et un deuxième, ah tiens, ils sont identiques, donc je peux faire mon overhead sans problème. Il n'y avait aucun souci, quoi, il marchait très bien. Mais oui, des boîtes comme Electro Voice, Sennheiser, ils ont leur coût aussi, c'est pas évident, quoi. Une boîte comme Shure a essayé de délocaliser en Chine certains produits, il y a des trucs où c'est passé, des trucs où c'est pas passé. Maintenant, ça peut fonctionner et donner de bons résultats, parfois ça coince. Si ça permet d'offrir aux clients un produit un petit peu moins cher, avec des performances identiques, ok, super, mais c'est quand même difficile pour
pas mal de... Faut toujours être attentif, quoi. Ouais, c'est pas évident. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Condensateur. Au niveau des condensateurs, c'est pas évident. Parce qu'il y en a tellement. Ouais. C'est vraiment pas évident, quoi. Donc, il faudrait être plus spécifique. Au niveau des petits diaphragmes, par exemple, en dessous j'ai envie de dire en dessous de 200 €, ça va pas être évident. Ok. Jusque... Choups, ça justifie. Enfin, tous ceux qui ont utilisé des choups, ils savent très bien que ça justifie. Okay. Donc voilà, entre les deux, maintenant il y a des trucs un peu sur le marché qui sont un peu risibles, très clairement, quoi. Mais il y a des trucs intéressants aussi. Il y a des marques qui font des clones chinois de KM84 qui sonnent pas comme des KM84, mais qui sont suffisamment proches pour jouer le même rôle. Puisqu'à KM84, maintenant c'est tellement impayable. Maintenant, personnellement, j'utiliserais probablement un KM184 et appliquer un peu d'EQ par la suite et gérer. Qu'une copie chinoise douteuse. Mais il faut essayer, il faut voir un petit peu. Tu achètes un Neumann, tu as des spécifications avec des tolérances extrêmement tight, extrêmement réduites. Par contre, tout ce qui est importé, les tolérances sont gigantesques et donc tu vas prendre deux micros. Ce que tu vas obtenir, quoi. Ouais. C'est ça, quoi. Donc il y a ça qui joue aussi. T'as pas vraiment de surprise quand tu achètes un micro de marque. Tu sais ce que tu vas obtenir. Une sous-marque entre guillemets ou la marque du mois ou une marque fabricant, que ce soit bien sûr. un de nos amis revendeurs allemands notamment. Ça sort d'une usine, il n'y a aucun contrôle de qualité. Bien sûr. Oui, donc au niveau des condensateurs, c'est pas évident. Mais de nouveau, ça dépend de ce que tu recherches. Si tu veux, voilà, on parlait des clones. Si tu veux un bon clone de U67, tu peux acheter un Warm Audio. Dire ça va faire plus ou moins la même chose. Et tu acceptes que c'est un clone pas cher, enfin une copie pas chère. Le terme clone, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que moi je faisais pas la différence entre les deux, mais je trouve que c'est bien que tu l'aies fait. Maintenant c'est beaucoup plus clair pour moi. Un clone c'est un clone, une copie c'est une copie. C'est pas la même chose, on est d'accord. On utilise mal les termes, enfin moi en tout cas le premier, donc déjà c'est bien. Mais de la faute aussi des fabricants qui évidemment jouent sur la évidemment. Notamment, il y a de la même marque, il y a un modèle qui correspond pas à ce qui est promis. Si tu regardes le circuit, c'est pas du tout ça. Donc forcément, de 1, c'est pas un clone. D'office. De 2, les résultats sont pas les mêmes. Donc après, qui est peut-être pas mauvaise, ça peut-être faire autre chose. Dans le contexte d'un mix. Mais c'est pas pour ça. C'est pas ce qu'on a acheté. C'est pas ce que t'attends. De nouveau, dans le contexte d'un mix. Peut-être que personne n'entendra la différence. Donc, est-ce que ça passe? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est ça que tu voulais? En fait, il faut... Donc, si je me mets à la place de des gens qui nous regardent, il faut faire très attention. Donc, voilà, on sait, il y a des trucs, les marques, ça, t'as une espèce de constance. Les copies, parce que c'est plutôt des copies en général que les gens regardent. Est-ce que t'as des trucs et astuces pour savoir vers les... Tu vas me dire, il n'y a peut-être pas de réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, c'est la réponse. Mais ils se mettent... Voilà, je me mets à leur place, dire, OK... on nous dit il y a des chouettes copies, des fois ça marche, des fois pas. Où est-ce qu'on peut trouver est-ce que ça vaut la peine d'aller lire des avis? Est-ce qu'il y a des forums qui sont bien faits sur le sujet? Est-ce qu'on peut donner des ressources aux gens pour s'ils veulent un truc genre copie plus ou moins de U67 ou U47? Où est-ce qu'on peut trouver l'info alors? C'est pas évident parce que même sur les forums, tu vas trouver, faut faire attention, tu vas trouver des gens qui postent, mais qui sont très clairement biaisés, donc ils sont pas du tout objectifs, voire qui ont un deal avec le fabricant. Donc quand tu vois un type qui poste, si tu peux regarder un peu son historique et voir un petit peu si ces 18 derniers posts, c'est pas justement sur ce produit-là, et il est génial, il est génial. Faut se poser des questions, quoi. Donc faut faire un petit peu un petit boulot d'inspecteur là-dessus, je pense, si on veut jouer le jeu mais les forums, des avis dans les forums. Faut faire attention, quoi. Et il y a des forums en particulier ou de passionnés de micro où tu peux avoir ce genre d'infos, pas spécialement? Non. Parce que même si tu regardes sur Facebook, dans les groupes de discussion ou même des connaissances, on n'entend pas les choses de la même manière, on n'a pas les mêmes goûts, on n'est pas objectif, on n'a pas la même expérience. Quelqu'un qui n'a jamais utilisé de Choups et qui vient parler de Choups. Ou qui dit le U67 là, la copie elle est super, mais qui n'a jamais entendu un vrai U67, c'est compliqué. Il y en a qui le disent, hein. Moi j'ai jamais utilisé, mais en tout cas la copie est bien. C'est ça. Oui, c'est ça.
Ok, d'accord. Mais non, mais c'est bien parce que voilà, maintenant on sait un peu. Il faut pas s'arrêter à ce qu'on nous dit. Il faut creuser un tout petit peu plus loin, voir un peu derrière. Et on peut même plus se baser sur les feuilles de spécification, ce qu'on faisait avant, jusque dans les années 2000. Ouais. Les spécifications étaient correctes. Ok. Et puis, fin des années 90, on a commencé à avoir des spécifications complètement aléatoires, souvent optimistes de la part du fabricant. J'ai participé à des projets où j'ai dit non, ces valeurs ne sont pas correctes. Oui, mais il faut qu'on utilise ces valeurs-là pour notre marketing. J'ai dit non, elles ne correspondent pas au produit. Donc, à un moment donné, il faut quand même être bien attentif aux spécifications. Maintenant, si tu regardes des specs sur un site BR Dynamique, de nouveau Neumann, toutes les grandes marques, ce sera correct. Il y a aussi ça qu'on retrouve dans ces marques-là. Il y a certains prix, mais il y a aussi, voilà, on retrouve peut-être une forme de rigueur. Il y a une rigueur. Et on sait ce qu'on achète. Oui, tout ça, c'est sûr. Maintenant, ça fait un bout de temps que je ne suis plus dans le marché de l'achat de micros. Mais la plupart des marques vraiment bon marché, en général, ont toutes des soucis à ce niveau-là. Il y en a beaucoup qui débarquent sur le marché qui ont l'avantage d'être pas chers, qui commencent à vendre et qui veulent continuer à vendre. Donc, il n'y a rien à faire. Ils vont raconter un peu n'importe quoi. Et oui, quand ça commence à diminuer, là, ça va empirer. Donc, faut bien surveiller ça. Il faut juste être très, très attentif à ce que les campagnes de marketing avancent, comme à tout. Je sais que de plus en plus, on a tendance à parler de musiciens plus ou moins en vogue. Ça a toujours été le cas. Mais là, maintenant, clairement, ce sont des deals. Ouais, c'est ça. Parce que les musiciens aussi font des deals dans tous les sens, tout le temps, et c'est comme ça qu'ils survivent. Donc, il faut garder bien ça en tête, quoi. Sinon, c'est pas évident de faire la part des choses. C'est sûr. Moi, ce que je conseille toujours quand on me pose ce genre de questions, et on m'en pose beaucoup souvent, c'est de commencer par bien déterminer ce dont on a besoin. Parce que là, déjà, tu vas éliminer énormément de trucs. Il y a beaucoup de gens qui vont aussi, par exemple, sur le site d'un revendeur comme Thomann, et qui regardent leurs meilleures ventes, et qui ok, ça a l'air pas mal, je vais prendre ça, et puis je l'essaye. C'est pas forcément la façon. C'est une perte de temps pour tout le monde, quoi. Moi, personnellement, avec ma formation, forcément, je suggère toujours de revenir aux spécifications. Si on a besoin d'un micro pour enregistrer sa grosse caisse, on n'a pas besoin d'un condensateur à haut niveau de sortie. Si c'est pour surcharger son préampli en permanence, ça n'a aucun sens. Ou pour mettre un atténuateur en ligne de 20 dB, ça sert à rien. De la même manière qu'on n'utilise pas de nouveau un ruban sur un violon à 5 mètres de distance. Ça peut fonctionner, mais il ne faut pas venir. Oui, mais les pistes ont du bruit de fond. Bah oui, forcément. On a un micro qui a un rapport de signal-bruit qui n'est vraiment pas optimum à la base. On utilise une source qui n'a pas un volume extrêmement fort. On a une distance quand même assez importante. C'est pas idéal. Donc, il faut bien délimiter la recherche à ce dont on a besoin. Je pense. Toujours commencer aussi par fixer un budget. Pour éviter de combien est-ce que je peux mettre. Bah oui. Ça, tomber dans le truc du marketing qui va essayer de nous vendre de plus en plus. Ouais, parce que justement, avec les listes de meilleurs micros, meilleurs compresseurs, ok, je vais mettre 500 € pour un compresseur. Ah, celui-là, 599, ça a l'air pas mal. Et puis une semaine plus tard, ah ouais, mais il y a celui-là, 649 en offre spéciale. Donc j'économise 200 €. Et puis finalement, tu as doublé ton budget. Et t'as rien vu. Et t'achètes peut-être un truc dont tu n'avais pas besoin, qui correspond peut-être pas, alors que le premier truc que tu avais vu, c'était peut-être justement ce qui te fallait. Donc... Quand tu choisis un micro, alors quels seraient les 3 points? Toi, tu dois acheter un micro maintenant. Quels sont les 3 points les plus importants que tu regardes pour choisir le micro qu'il te faut? Pour quelle source? De 1. Ça, déjà, très clairement. Et ça peut partir dans plein de sens. Parce que ça peut être aussi, la réponse peut être pour n'importe quelle source. Donc là, personnellement, je vais partir sur un micro totalement linéaire. Et là, on a un petit souci, c'est qu'au niveau des réponses de fréquence, c'est souvent n'importe quoi. Sauf vraiment dans certaines marques qui publient, si on va gratter un petit peu, des graphes de réponse de fréquence réelles. Sinon, généralement, et Neumann, AKG, Beyer, Schoeps le font aussi, tu as une fausse courbe de fréquence avec une belle ligne.
C'est impossible, évidemment. Enfin, on s'en rapproche, hein. Ouais. Mais tu vas toujours avoir des petites résonances. Donc, ce qu'ils font, ils mettent une petite ligne avec 2 lignes assurées qui donnent une variance de plus ou moins 1 dB, par exemple, plus ou moins 2 dB. Et donc, ça donne la tolérance. Ce qui est acceptable, à mon humble avis. Mais la plupart des gens interprètent ça comme « Oh, regarde, une belle ligne ». Alors que c'est pas ça du tout. Tu peux avoir vraiment une réponse assez qui varie beaucoup. Mais voilà, si tu pars sur l'idée d'un micro linéaire, c'est vrai que tu vas avoir un micro qui normalement devra pouvoir capter n'importe quoi de manière relativement réaliste. Truc généraliste, quoi. Oui. Donc ça, pour moi, ça reste quand même un des prérequis. Maintenant, si tu pars dans les micros avec une réponse de fréquence qui varie avec une personnalité, entre guillemets, dans les basses, dans les médiums, on va appeler une couleur dans le son. Couleur, voilà, tout à fait. Là, il faut vraiment bien délimiter. Si c'est une grosse caisse, une guitare électrique, il faut, une voix... au niveau de la source, il n'y a rien à faire. De nouveau, un ruban, ouais, ok, super, un ruban, ça fait un gros son. Mais un ruban à 3 cm d'un ampli, forcément, on va avoir une augmentation à 3 cm, quoi, plus de 30 dB à 20 Hz. C'est une courbe qui monte jusqu'à environ 1 kHz. Voilà, si on n'a pas l'habitude de corriger l'effet de proximité et qu'on se dit, comme il y a beaucoup de gens qui disent sur Internet, il faut acheter un micro qui donne le son voulu sans périph', ça peut être décevant. Et j'ai eu déjà des clients qui me disent, oui, mais ça va pas, il y a beaucoup trop de basses. Oui, mais EQ ou distance. Ouais. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'effet de proximité. Ouais. Et donc, qui mettent des micros comme ils mettraient le RSM57. Et forcément, par comparaison, tu te retrouves avec une différence de plusieurs dizaines de dB dans les basses. Il faut s'y préparer. Ouais. Ça, c'est clair. Okay. Donc, au niveau de la source, ça, c'est clair qu'il y a déjà un choix à faire à ce niveau-là. Donc, réponse de fréquence, en gros. Sensitivité ou sensibilité, niveau de sortie. Sensibilité, ouais. Encore une fois, voilà, si on met un TLM 103 devant une grosse caisse, forcément, on va voir des pics ingérables. Okay. Ça, c'est clair. Et la sensibilité, tu sais donner un peu des valeurs pour que ça parle aux gens? Ça varie beaucoup. Donc, généralement, un ruban, on va être entre moins 60 pour les plus vieux, à un peu moins de 50, peut-être moins 47, 48 pour les meilleurs. Okay. Puis tu as les dynamiques par environ moins 60 pour les RE20, Sennheiser 441. Donc les micros vraiment pas super efficaces jusqu'à moins 50 et quelques, en passif évidemment. Puis les condensateurs, ça peut aller du tout. Ça peut aller de moins 60 pour les vieux condensateurs vraiment à basse sortie jusqu'à des niveaux lignes quasi. C'est ça. Donc on doit, en fonction du type de source, on doit un peu adapter ça aussi de la même façon, quoi. Et de ses préamps aussi. Si on a une petite interface pas trop chère qui clip je sais pas, j'ai pas les spécifications en tête, mettons plus 28, non, ça a l'air haut, ça, plus 20 dBV, forcément il faut pas aller mettre un TLM103 devant une grosse caisse avec le préamp. Le préamp va pas suivre, quoi. Il aura pas la... Ça, c'est sûr. C'est quoi les risques ici pour ceux qui n'ont pas compris? C'est pas un risque de dégâts, même si ça peut vraiment dans des conditions extrêmes, mais tu vas avoir un transfert du signal qui va être clippé. Tu vas avoir une saturation qui ne sera pas nécessairement audible, qui sera peut-être même pas visible si tu as un LED de pic qui est peut-être RMS. Parce qu'il y a beaucoup de préamps qui ont des LED qui sont en fait des LED RMS et qui ne répondent pas suffisamment vite. Oui, donc tu as des pics que tu vois pas passer en réalité parce qu'elles sont très rapides. Et ça s'entend dans ton son, en fait. Ça ne va peut-être pas s'entendre tout de suite quand tu as la prise de son. Tu vas peut-être même te dire, ça sonne super. Et puis tu vas commencer à mixer et tu vas voir que ton onde est complètement clippée tout le long du truc. Et ça va peut-être te poser des problèmes au niveau du mix, mais aussi peut-être au niveau du mastering, où ton ingé de mastering va peut-être te dire il y a du clipping partout. Des transitoires qui risquent un peu d'être bizarroïdes. Ouais. Ok. Ça, c'est le deuxième point. Il y aurait un troisième point important.
Au niveau du choix du micro, un truc pour moi qui est critique, c'est la réponse polaire et tout ce qui va avec. Et tout ce que ça implique au niveau de comment ça va vraiment réagir. La captation hors axe. Ouais, c'est ça. Ce qui va se passer autour, en fait, d'une certaine façon. Parce que tu peux faire un micro qui va avoir un son super à 0 degré. Ouais. Ça va être équilibré au niveau de toutes les fréquences à cet endroit-là. Même au niveau contrôle l'effet de proximité, au niveau dynamique, tout ça va être super. Et puis tu t'écartes un petit peu, tu arrives à 20 degrés, 30 degrés, tu commences à avoir des variations de réponse de fréquence vraiment problématiques. C'est ça. C'est typique avec les micros dynamiques bon marché. Ok. Tu as des copies de SM57 par exemple qui coûtent vraiment pas cher, peut-être 20 €, mais hors axe, c'est dégueulasse. Et puis, au niveau des fréquences, il se passe un peu tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, si tu sais que tu vas mettre ça sur quelque chose qui bouge pas ou sur une caisse claire, à la limite, si tu trouves un truc, un spot, ça va. Mais si tu as un chanteur qui est devant et qui bouge un peu, là ça va être l'enfer, quoi. Ou si tu dois mixer ton micro avec d'autres micros. Parce que tu parles de la caisse claire, mais tu mixes ça avec t'as ta caisse claire qui sonne super, tu montes tes tomes, wow! Tu commences à avoir des problèmes de phase. Qui repasse dans la caisse claire parce que c'est pris sur le côté. Et c'est dans cette zone-là de ce micro pas cher, effectivement. Je n'avais pas pensé à ce détail. Oui, évidemment. C'est un truc qui arrive tout le temps. Et, on n'y pense pas spécialement. Et, je crois que c'est ce qui mène beaucoup de gens à dire « Ah oui, les micros bon marché, ils sonnent pas bien. » Oui, mais pourquoi? Parce que si dans l'axe, ça sonne super, il y a peut-être un problème ailleurs. Bien sûr, et c'est peut-être juste le problème de... Peut-être tu vas le mettre sur un sac, tu vas pas t'en rendre compte, et tu vas le mettre sur une batterie, et là, c'est le fait de l'interaction des éléments. Ou si tu es dans un groupe, Je n'avais pas pensé à ça. J'avais entendu, moi, que, voilà, une façon de construire un peu son parc de micros, c'est intéressant d'avoir, à partir du moment où on n'est plus sur quelqu'un qui achète un micro pour une utilisation, mais tu as un parc de micros comme un studio, quelqu'un qui veut avoir des options. J'avais entendu dire que parfois c'était intéressant pour pas racheter trop de micros qui font la même chose, de se baser, surtout pour les diagrammes, les condensateurs large membrane, de regarder un petit peu la technologie de type de capsule et comment ils sont associés de base. Si je dis pas de bêtises, il y a tout ce qui sont les capsules, alors je vais peut-être dire des bêtises, tu me corriges, les K47, les K67, il y a les C12 et les M7, et en fonction de comment tu associes ça avec du FET et de la lampe, du coup, c'est une façon aussi de voir pour aller dans certains types de micros pour avoir des choses qui sont plutôt complémentaires. Si tu sais un peu nous expliquer et dire lequel fait un peu quoi théoriquement et comment quelqu'un qui se dit voilà, moi j'ai déjà quelque chose qui s'approche de ça, donc qui est basé sur cette truc-là, plutôt que de racheter un autre micro qui en réalité va faire plus ou moins la même chose, c'est pas plus intéressant d'aller vers une autre famille de capsules et une autre association. Donc déjà, la plupart des condensateurs grand diaphragme utilisent des copies de K67. Okay. Donc c'est la capsule du U87, U67, M269, etc. Il n'y a pas des masses de... que ce soit les marques un peu, on va dire, entrée de gamme, genre MXL, que ce soit Aston, même AKG aujourd'hui, puisqu'ils font toutes sortes de trucs un peu budget. La pléthore de marques qui font des micros qui promettent toutes sortes de trucs fantastiques. C'est généralement une copie plus ou moins bonne. C'est ça. De la K67, qui donc est une double capsule, ce qui est la grosse différence avec la K47. D'accord. Donc la K47, tu as une plaque en laiton, qui forme une partie du condensateur, et tu as un diaphragme de chaque côté, qui finit de chaque côté un condensateur. Donc tu as deux condensateurs QAQ. C'est ça. En gros. C'était chiant à fabriquer. Chez Neumann, ils trouvaient que c'était quand même assez casse-pied, parce que quand tu faisais une erreur d'usinage sur la backplate, la plaque arrière, terme désolé, tu l'achetais. Et si elle n'était pas usinée de manière totalement symétrique, la capsule n'était pas symétrique. Problème. Parce qu'on a excuse-moi, je te coupe. On a deux membranes parce qu'en fait c'est pour le côté, pour pouvoir faire la rendre omni ou condensateur, c'est à ça que ça sert de mélanger les deux, et donc il faut que ce soit complètement symétrique, sinon ce qu'on va obtenir va pas... Ou je dis peut-être des bêtises. Là il faut que je touche un peu à la technique. La capsule typique de condensateur multidirectionnel, en fait c'est deux cardio QAQ. QAQ, c'est ça. Acoustiquement. Acoustiquement. Après, tu les mélanges de différentes manières. Par exemple, si tu les mélanges toutes les deux
en phase, en polarité plus positive, tu as un omni. C'est ça. Si tu n'en utilises qu'une, bah, tu as un cardio d'un côté. Si tu utilises les deux hors phase, donc polarité renversée, tu obtiens un bidirectionnel. Et tu peux faire un mélange, évidemment, au niveau des niveaux. En changeant le niveau d'une par rapport à l'autre, tu peux obtenir entre ton cardio et ton omni. Donc, cardio, hypocardio, omni. Et puis, cardio, super, hypercardio, bidirectionnel, qui est l'opposé polaire de l'omni. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec ces deux trucs un peu... C'est comme ça qu'on fait varier... Et c'est comme ça dans la K47, c'est ça que tu étais en train d'expliquer. Ouais. Mais donc dans la K47, tu as cette plaque centrale qui est usinée d'un coup. D'une pièce en tout cas. Ok, d'accord. Et donc quand il y a un problème d'usinage, bah, tu la jettes et tu recommences une autre. Chez Neumann, ce qu'ils ont eu comme idée, c'est de faire 2 demi, parce que c'est beaucoup plus facile à usiner. Et donc les 2 demi sont identiques et tu les colles l'une à l'autre. Et donc, tu as l'équivalent, entre guillemets, de la K47, mais tu as beaucoup moins de problèmes de production. Mais ça reste l'équivalent d'une K47 ou... Bah, à la base, ils essayaient de faire la même chose. Donc, une capsule avec une réponse linéaire. Et ils se sont rendus compte que, vu que la fréquence de résonance naturelle de ce genre de capsule est dans les aigus, tu as un pic. Ce qui ne posait pas trop de problèmes dans le U47, parce que la K47 a une réponse naturelle avec un pic de 2 à 4 dB, si je me souviens bien, aux alentours de 10-12 kHz. Mais la K87, de par sa conception, a un pic beaucoup plus développé qui atteint environ 8 dB, si je me souviens bien. Et c'est pour ça que le U67 a une EQ dans son circuit, qui abaisse la réponse de fréquence dans les aigus et qui aplatit cette bosse pour avoir une réponse linéaire. Et si tu regardes la réponse du 67 publiée à l'époque, c'est pratiquement une ligne droite. Mais il y a moyen de trouver sur Internet la réponse de la 1567 naturelle, qui est la même que dans le U87. Tu as un pic dans les aigus assez violent. Le son est un résultat de ce pic et de l'EQ qui l'aplatit. Qui reste quand même un son relativement linéaire, mais si je me souviens bien, tu as quand même avec un U87 typiquement un pic de 2 à 3 dB dans les 10-12. Ah oui, quand même. 10-12, oui. Ça commence à monter, mais c'est le pic est autour de 10-12. Et donc Neumann avait cette capsule beaucoup plus facile à produire, et pendant longtemps, la K47 n'était plus produite. Ils en faisaient encore pour les gens qui avaient besoin d'un remplacement pour un U47 FET qui ne fonctionnait plus ou ce genre de choses-là. Mais la K87 avait vraiment pris le relais. D'accord. Et donc ta question... Moi j'étais parti de ces capsules-là. Moi je pensais que... Parce que tu parles de la K87, il n'y avait pas une... Et nous on avait dit la K... Donc la K47, la K87. Il n'y a pas une K60... La 67 et la 87, c'est la même. C'est la même. Ah ok, d'accord, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc il y avait aussi l'autre grande famille, j'imagine, la C12. Je sais pas qui est une capsule beaucoup plus compliquée à produire parce qu'elle est asymétrique. Et elle a énormément de... Je ne saurais plus dire le nombre de pièces qu'il y a dedans, mais c'est épouvantable. C'est une des capsules que j'ai malencontreusement explosé. Mais c'est super intéressant parce que c'est vraiment comme tu as un niveau de précision d'une montre suisse. T'as tellement parce que tu as plusieurs chambres de résonance dans la capsule même. Et donc tu ne vas pas avoir les mêmes réponses que ce soit une 47 qui naturellement est censée être une cardio mais est une super cardio. Ce que beaucoup de gens n'ont pas l'air de savoir. Mais si tu regardes aussi, si tu vas sur le site de Neumann, tu regardes les modèles avec une K47, donc le TLM 149, s'il est toujours produit, je pense que oui. TLM 49, je pense aussi. Tu regardes la réponse polaire et tu verras, c'est un super cardio. Pardon, le TLM 149 est un multi-pattern et ils ont corrigé, quand tu le mets en cardio, c'est un vrai cardio. Ils ont corrigé électriquement pour obtenir un vrai cardio. Mais le TLM 49, il n'y a pas de switch de directivité.
Okay. Et donc là, tu vois la réponse polaire du micro, de la capsule, pardon. Okay, ouais. Et c'est un super cardio, en fait. La K87, qui est utilisée dans le 67, dans le M269, elle est une cardio. D'ailleurs, une bonne cardio. Pas aussi bonne que la CK12 de chez AKG, qui est vraiment qui a un très beau cardio, vraiment très très bien dessiné, qui est supérieur d'ailleurs aux capsules Neumann en tout point. Et qui va donner une autre couleur aussi. La CK12 a 2 points de résonance, en partie à cause des multiples champs de résonance. Donc on a une bosse dans les médiums, généralement 4, 5, 6 kHz. Et puis une bosse assez haut, plus haut que chez Neumann. Donc ça commence peut-être à 11, 12, et puis ça pique vers 13, 14. Du coup, ça donne un petit peu plus d'air ou quelque chose? Tout à fait, oui. Voilà. Donc tu as 2 capsules déjà vraiment très différentes, AKG et Neumann. K47 et 87, ils essayent de faire la même chose, mais c'est un peu différent. Et à part ça... Mais c'est ça. Et donc, du coup, est-ce que c'est une bonne façon de dire, tiens, j'ai envie d'un micro complémentaire à ce que j'ai déjà? Est-ce que c'est intéressant déjà de se baser là-dessus et de mélanger aussi? Oui, tout à fait. Du coup, en fait, tu as répondu à la question, tu as dit, voilà, elle sonne un peu comme ça. Et alors, quelle est la différence si on l'associe? Parce que parfois, c'est associé à une lampe ou parfois, c'est associé à... Pour toi, ça change pas grand-chose? L'association, c'est plus entre l'étage actif et l'étage de sortie. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, un FET avec un transfo, une lampe avec un transfo, là, ça va changer. Et c'est un des gros problèmes du U47, c'est qu'on garde le transfo ou on utilise un clone du transfo, un vrai clone, vraiment produit à l'identique. Mais la lampe n'existe plus. Donc, on utilise une lampe avec une sortie, avec une impédance de sortie qui n'est pas la même. Donc, on n'a pas la même réponse de fréquence. Les spécifications de la lampe ne sont pas les mêmes. Donc, de toute façon, le micro ne va pas répondre de la même manière. Non, mais sans même, indépendamment du fait d'essayer de recréer quelque chose, mais le fait d'utiliser de la lampe ou pas de la lampe associée à ces capsules, est-ce que c'est aussi une façon de se dire, tiens, toujours dans cet esprit de compléter sa collection Mais de nouveau, donc ce qui va être important, ça va être l'interaction entre l'étage actif, donc la lampe et ce qui suit. Mais sinon, vu que ce soit une lampe ou un FET, on a une impédance d'entrée tellement haute que la capsule ne va pas vraiment voir de différence. Ok, d'accord. Pour peu que ce soit bien conçu, pour peu que la résistance principale à l'entrée de la lampe ou du FET soit suffisamment importante, donc un gigaohm et plus, tu n'auras pas énormément. Il peut y avoir des problèmes aussi avec certains micros qui ont des interrupteurs bon marché. Malheureusement, c'est souvent le cas avec les micros pas chers. L'interrupteur qui fait la sélection de polarité peut poser pas mal de problèmes. C'est le cas aussi avec un U87. C'est beaucoup plus chiant parce que là, c'est un switch en plusieurs petites pièces. Tu peux pas ouvrir un U87, changer le switch. Tu as littéralement les lames. Tu as donc les terminaux où les fils arrivent, tu as les lames, et puis tu as une pièce en plastique avec une espèce de petite agrafe qui fait contact. Et une petite bille avec un minuscule ressort qui applique suffisamment de tension pour que ça fasse clic. Oui, je sais. Je vois très bien. Ah, tu as déjà joué avec ça? Non, j'ai pas joué à ça, mais j'ai un U87, un autre que celui que je t'avais une fois demandé, qui a eu un petit souci, que j'ai dû renvoyer. Enfin, ce switch s'est cassé, et je dû le renvoyer chez Neumann et ça m'a fait très mal. Voilà. Ouais. Mais il n'y avait pas que ça comme problème, donc l'addition était plutôt sale. Ouais, j'imagine. Et ça, c'est malheureusement, vu que l'impédance est extrêmement haute à cet endroit du circuit, un switch de mauvaise qualité, enfin, ou de qualité budget, entre guillemets, ou qui n'a pas été sélectionné pour sa qualité, peut poser pas mal de problèmes. Au niveau de la saturation de l'étage actif, oui, c'est complètement différent. Ah, ok. Donc le mieux, c'est de s'acheter un bon micro à lampe, un bon micro transistor, de les saturer avec une source sonore assez haute, ce qui n'est pas toujours évident, donc pas mettre le pad. Ce qui va être difficile avec un micro moderne, parce que c'est vraiment pas prévu pour. Ce sont des micros qui ne sont pas prévus pour saturer, ce sont des micros qui sont prévus pour rester clean, jusqu'à des pressions sonores extrêmement élevées. Donc là, c'est vrai que l'intérêt pour un vieux micro, un micro vintage, entre guillemets, est clair, parce que tu vas justement pousser le micro dans sa plage de saturation. Et là, tu vas avoir des différences. Maintenant, il faut faire attention. Maintenant, on travaille tout en numérique. Tu vas faire ça avec un plugin après. Parce que si tu fais de la saturation avec tes micros, ce que j'ai fait pendant longtemps,
quand la piste est enregistrée, et que tu es en train de mixer, et que tu as un musicien qui te dit le son est sale. C'est sale. C'est le son qui vient du micro. Donc, là, donc oui, très clairement, au niveau du choix des micros, ouais, différentes capsules, différentes topologies. Oui, c'est clair. C'est une façon d'aborder quand tu veux compléter, quand tu connais pas forcément grand-chose, plutôt que de racheter à chaque fois des trucs sur les mêmes bases, même si deux micros sont pas identiques, mais on aura peut-être des choses beaucoup plus complémentaires. Ouais, acheter 5 ou 6 copies de U87 parce qu'il y en a un qui sonne un peu plus comme ceci, un peu plus comme cela. Ou des choses, c'est pas annoncé tel quel, mais en fait, tu te rends compte que c'est basé sur le même type de capsule, tu risques d'avoir le même genre de résultat et tu vas mettre ça devant un chanteur ou une chanteuse, les deux, tu vas pas forcément entendre... Et c'est marrant parce qu'à une époque, quand le TLM 193 chez Neumann est sorti, il y a beaucoup de gens qui disaient oh, il est nul, il n'a aucun caractère, et ça sonne pas comme un U87. Et c'est pas un U87, t'as pas la même capsule déjà, donc c'est déjà fini. Il ressemble de loin, oui, mais c'est pas du tout le même, c'est pas le même micro avec la même optique, les mêmes utilisations. C'est un micro beaucoup plus linéaire, beaucoup plus flat au niveau polaire, avec une meilleure capsule. Techniquement, la meilleure, ça a été la meilleure capsule jusqu'à celle du TLM 127, le dernier qui est sorti. J'aurais pu dire qu'il y a une capsule vraiment exemplaire, mais qui ne va pas donner le son d'un U47 ou d'un U87. Donc, faut voir ce dont on a besoin. Mais oui, très clairement, si on est dans si on a un parc de micros avec des MXL 2001 et V67 ou des Rode NT1, ce genre de choses-là, on est toujours dans la même technologie et dans les mêmes sons, même si un Rode MT1, très clairement, on va avoir beaucoup moins de bruit de fond, beaucoup plus de dynamique. Plutôt là que ça se joue. Ça va être plus clair, ça va être plus clean. Plus sur les compétences techniques que vraiment sur la couleur sonore, alors à ce moment-là. Je pense. On peut regarder à ce niveau-là aussi. Moi, personnellement, je préfère avoir, si j'ai un parc de micros, quelques condensateurs grand diaphragme, quelques dynamiques à bobine, quelques rubans, quelques condensateurs à lampe. Il y a de la matière, je pense, pour les gens qui se passionnent pour le micro. Là, on est allé loin, mais c'est cool, c'est chouette. Il y a aussi les infos, je pense, pour les gens qui, voilà, un petit peu comprendre un peu mieux l'univers des micros. Je te remercie beaucoup. Aussi, on a appris beaucoup sur ta marque, donc j'invite vraiment les gens à aller voir ta marque. Le lien est dans la description. J'imagine que c'est le meilleur moyen de te contacter, c'est via ton site internet. Par email, hein. Et oui, c'est ça, par email. C'est là aussi qu'on verra quand le nouveau condensateur sortira, j'imagine. Il y a un peu des trucs sur les réseaux sociaux ou pas? On sait voir sur Facebook. C'est là que je mettrai. Quand j'arriverai probablement à la pré-prod, donc à quelques mois de la sortie, c'est là que je mettrai quelque chose. Dans la description, on met le lien du Facebook et alors et du site. Moi, j'invite vraiment les gens à aller voir tes micros parce que je pense que la plupart des gens qui nous regardent vont être surpris de la qualité par rapport au prix. Merci André. Et je te remercie mille fois. Je te dis à la prochaine. Merci à toi, Di. Ciao, salut. Super.